Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Valentin et on va lancer un nouvel épisode du podcast surprise. Hello. Alors, donc là on se lance dans en fait surtout dans une discussion à deux sur un sujet qu'on a entre les mains. C'est très peu organisé. On va partir au fil de l'eau autour d'une question générale et d'un exemple un peu particulier. Et a priori, si vous écoutez ça maintenant, c'est que on a jugé que le podcast était suffisamment intéressant pour être diffusé, mais voilà, soyez prévenus que ce sera probablement un petit peu désordonné. Donc la situation est la suivante. Valentin revient de la cellule où il a enregistré avec d'autres un podcast sur Cimetière et tu es d'ailleurs la première personne à avoir fait jouer Cimetière en dehors de moi. Ouais, en IRL en plus. Je crois, c'est le premier cimetière Ouais, IRL. oui, effectivement, oui, toutes mes parties jusqu'à maintenant ont été en ligne. Et donc toutes les autres parties que j'ai eues jusqu'à maintenant, j'en ai faites avec 3 ou 4 personnes. Ça a été moi en tant que meneuse et l'autre en tant que joueur ou joueuse, mais sans autre configuration que ça, toujours en ligne. Et donc le résultat est plutôt mitigé, c'est-à-dire que ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, c'est que vos parties étaient un peu ternes, lentes, pas très agréables, et j'ai passé l'impression que c'était une catastrophe, mais que ça avait clairement pas l'air d'être très satisfaisant, quoi. Ouais, il manquait, on va dire, le sel de ce que je perçois, moi, dans nos parties à nous deux. Euh, et ouais, j'y suis allé très peu préparé, en fait, dans le sens où je me suis dit, bah, voilà, je vais dérouler Hmm. un peu les règles, je vais pas trop me prendre la tête sur vraiment réfléchir à plus que mon intuition de comment jouer à Cynthia. Et en fait, ça a donné quelque chose qui est très proche d'un OSR classique, en fait. Une ambiance très dungeon crawling d'OSR. Et il n'y avait pas cette patte cimetière que je retrouvais moi dans les parties. Donc voilà, c'était ça un petit peu Ouais, le problème. ouais. Et donc alors donc le podcast de la cellule, je pense qu'il sera sorti au moment où on diffusera ça, donc je vous invite à l'écouter d'abord. Mais aujourd'hui, ce que je pense qu'on peut aborder cette question-là, hein, cet échec relatif, sous 2 angles différents, en disant 2 choses possibles, il me semble. D'une part, le problème pourrait être Cimetière. Cimetière n'est pas un jeu particulièrement intéressant, c'est un OSR qui fonctionne d'une certaine manière, mais qui n'a pas l'air très original, très spécial. Ou un autre angle qui est, il y a un problème de transmission, c'est-à-dire que Valentin n'a pas réussi à bien transmettre le jeu, il a transmis quelque chose d'un peu, je sais pas, qu'on pourrait dire consensuel ou basique, tu vois, Ouais, ouais. et on pourrait se dire, bah, le problème est plutôt de ce point de vue-là, quoi. Et alors, entre ces deux questions, la première, je vais la laisser de côté. Elle consiste à se poser de la question, qu'est-ce qu'il y a de spécifique et de particulier à dans Cimetière? Je suis actuellement dans un stade de développement où le jeu marche pour moi, et avec le temps, j'aurai plus d'éléments, je pense, pour expliciter, préciser ce qui me semble intéressant et spécial dans ce jeu. J'ai fait typiquement ça avec la clé des nuages, quoi. Il y a un certain nombre d'articles d'analyse du jeu par moi-même qui sont pourquoi est-ce que moi je le trouve cool. C'est très narcissique dit comme ça, mais enfin, en tant que créateur, créatrice, je pense que j'ai le droit, quoi, de dire ce qu'il y a dans mes jeux, d'après moi. Et puis, par contre, je vais juste me baser sur le constat suivant, c'est que toutes les parties que je mène sont très bien. Toutes les parties qu'on mène avec toi, enfin, en tout cas, ont été très satisfaisantes pour moi et pour l'autre personne. Ouais, ouais. Et la campagne que j'ai en cours avec toi, Valentin, elle est très satisfaisante pour nous deux. Mm. Et notamment au sens où elle brasse des thèmes assez uniques, un sentiment de solitude extrêmement fort, le nihilisme, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Voilà, donc pour le moment, on va pas essayer de rentrer dans les détails de ce qui fait la spécificité du jeu ou son intérêt. Moi, pour le moment, en tant que créatrice, je me base purement et simplement sur l'intuition assez forte et assez informée de ce que, ouais, il y a quelque chose, quoi. Et puis, je vais donc uniquement aborder plutôt la question de la transmission. Comment est-ce qu'on fait, si on part du principe que le jeu est bon, ou en tout cas qu'il est spécial et intéressant, comment est-ce qu'on fait pour le transmettre? Et donc, a priori, le but de ce podcast, c'est de prendre cet exemple qui est Cimetière et l'étendre à quelque chose de plus vaste, qui est cette question-là. En tout cas, quelques intuitions autour de comment on fait pour transmettre un jeu. Et voilà, donc je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire de connaître Cimetière pour écouter. Au pire, on essaiera de réexpliquer quelques exemples, quoi. C'est parti? Yes. Bon. Je pose deux, trois, enfin très vite ce qu'on appelle un jeu ici. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails des définitions, mais jeu de rôle, c'est quand même une expression extrêmement ambiguë. Il me semble que ça peut se révéler à pas mal de choses. J'avais fait une petite distinction une fois et j'étais arrivé à au moins 3 différences qui sont genre le jeu de rôle tel qu'on le joue sur une certaine partie. Le jeu là maintenant, c'est quoi à quoi on joue.
Le jeu en tant que structure, en tant que système, chose à laquelle on pense, auquel on fait référence. Quand je dis hier j'ai joué à Monostatos, j'ai plus généralement en tête qu'il y a un truc qui s'appelle Monostatos, qui n'est pas que l'organisation précise qu'on avait hier, et puis qui existe de façon plus large, quoi. C'est-à-dire l'ensemble des règles telles qu'on les applique, quelque chose comme ça. Et puis il y a le jeu au sens du texte écrit, c'est-à-dire ce que Romaric appellerait la base, par exemple. Donc le texte vraiment, ce que vous avez dans le bouquin. Il me semble que ce qu'on va essayer d'appeler jeu ici, c'est le deuxième item, c'est-à-dire on a en tête que toutes les personnes qui jouent à Monostatos, par exemple, même si elles n'utilisent pas tout le contexte, pas toutes les règles, à peu près l'idée, l'esprit général du jeu, mais pas tout à fait, jouent à un truc commun qui s'appelle le jeu Monostatos. Et qui est un objet d'ailleurs dont l'existence m'est hautement douteuse, mais c'est peut-être qu'on verra plus tard. En tout cas, c'est une question très intéressante et je pense que commencer par savoir qu'est-ce que c'est que la transmission du jeu, c'est une bonne façon de voir qu'est-ce que c'est que le jeu. Alors, est-ce que on peut pas imaginer, juste pour aller dans ce sens-là, que finalement il y a le jeu tel qu'il est joué par exemple par toi, KF, et que l'idée ce serait que la transmission, c'est faire en sorte que les parties ont les propriétés qui sont les plus intéressantes pour toi quand toi tu y joues. Tu peux dire, bah moi quand je joue à Cimetière, il y a ça que je trouve vraiment intéressant et cool. Ce que je veux, c'est que les gens qui lisent la base soient en mesure de pouvoir, s'ils le souhaitent, reproduire ces trucs, tu vois. Ce serait ça la transmission. C'est déjà une question qui est très compliquée, à mon avis, à aborder. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs idéaux, plusieurs visions de qu'est-ce que c'est que transmettre et jusqu'où on veut aller dans la précision de cette transmission. Ouais. Et par exemple, tu vois, on était en, tu vois, on aurait envie de définir le jeu comme peut-être cette chose commune entre plusieurs tables différentes avec des personnes différentes qui jouent. Ouais. Et sauf qu'en fait, même pour reprendre au cœur de ton exemple, je n'ai pas l'impression de jouer vraiment au même jeu quand je joue avec Eugénie ou avec toi ou avec Uyop ou avec d'autres en fait. Ma croyance, c'est que le jeu il se construit vraiment autour d'une table donnée. Ce que j'appelle le jeu est très très proche de ce que les forgiens appelleraient un système. C'est vraiment pas loin, je pense. Et y compris dans ses aspects les plus thématiques, j'ai l'impression que un jeu comme Cimetière a la particularité de ne pas avoir... Enfin, je sais pas si Cimetière a des thèmes propres, tu vois. Dans notre campagne, le nihilisme est particulièrement important. Et il n'est pas du tout apparu dans la partie La Tour Foudroyée avec Eugénie, par exemple. Bon, alors, en gros, ce qui va être compliqué, c'est de savoir comment on transmet un jeu. Évidemment, on va avoir pas mal de réponses très différentes selon ce qu'on pense être un jeu en soi, tu vois. Et je te propose, pour poser un tout petit peu de vocabulaire, de définir un truc que j'ai envie d'appeler l'idéal forgien. Qui est assez clair, qui est un très bel idéal, même si je n'y souscris pas, qui serait de dire la chose suivante. Bon, le constat forgien, je vais le faire avec un vocabulaire qui est peut-être un petit peu imprécis, tu me dis si ça te semble ok ou pas. Mais l'idée de base, ce serait de se dire, ce qui est vraiment spécial en jeu de rôle, ce qui est vraiment important, le truc qu'on a envie de prendre comme l'expérience particulière, spécifique d'un jeu, c'est son système, c'est-à-dire pas tant... Enfin, son système. C'est pas tant les mécaniques toutes seules en elles-mêmes que la dynamique qui se met en place à la table quand on y joue et qui serait supposément au moins partiellement commune à plein de tables qui y jouent. Une sorte d'effet d'émergence à partir des règles, quoi. Ouais, alors émergence, je sais pas trop, mais... Enfin, émergence au sens... tu mets ensemble des humains et certaines règles, tu mélanges un peu, ça produit quelque chose qui a des propriétés, quoi. Ça, ce serait le système idéal forgien, quoi. Ouais. Et on sait que, par exemple, du point de vue forgien, et je suis assez d'accord avec ça, tout ce qui est jeu de rôle traditionnel tel qu'il se pratiquait dans les années 90, mais qui a continué, en fait, donne une place assez forte et assez importante au meneur ou à la meneuse de jeu dans ce processus. Par exemple, qu'est-ce qui fait une bonne partie d'enquête horrifique de Cthulhu ? Est-ce que c'est l'application des jets de compétences ? Est-ce que c'est le système de santé mentale qui est juste une jauge un peu basique ? Il semblerait que non, il semblerait que le truc le plus important, c'est le scénario du MJ et de la MJ et sa capacité à lui donner vie, en fait.
Donc, ce qui entend qu'en fait, si tu veux transmettre ce jeu-là, si tu as fait une super partie de Cthulhu où tu as vraiment fait hyper peur à tes joueurs-joueuses, ou Ouais, bien toi-même tu as été effrayé, si tu veux transmettre ça, tu vois bien que la transmission, ça va pas trop passer par les règles. En fait, l'application des règles te permet de savoir si ton personnage réussit à trouver l'objet caché ou pas, mais ne te permet pas vraiment d'être terrifié ou pas. ouais, Et on effectivement. pourrait dire sur le constat de ça que ce serait quand même vachement pratique si suivre les règles nous mettait en soi dans une certaine dynamique, dans un certain feeling qui fait que sans passer par la maîtrise absolument virtuose d'un maître ou d'une maîtresse de jeu, on se sent pris par quelque chose d'incroyable, quoi, enfin, pris par quelque chose de spécial. Et Bah, il me ça, je crois semble que c'est vraiment l'idéal forgien, ouais. absolument, ouais, j'allais dire ça, c'est ce qui me semble être l'idéal forgien, c'est cette idée que en mettant en place des mécaniques ou des règles, donc règles dans un sens déjà assez large, hein, le fait de dire il y a un MJ qui décide de certains trucs, c'est déjà une règle en soi. Mettant en place des règles assez larges qui interagissent entre elles, de sorte que quand on rentre des joueurs-joueuses dedans, presque comme des entrées d'une espèce de machine, quoi, à la fin, la façon dont elles se mettent à interagir entre elles, joueurs-joueuses, avec les règles, produit certains effets récurrents, Ouais, et ces ouais. effets sont le cœur du jeu, quoi. Donc je pense typiquement à des analyses, alors en particulier les analyses de vide fertile, mais il n'y a pas forcément besoin de sortir ça, mais comme des analyses de jeux comme Dogs in the Vineyard, quoi. Tu te contentes de, au début, tu joues ton bonhomme, tu vas te contenter de poser des questions à des gens pour essayer de résoudre les problèmes qu'il y a dans la communauté que tu viens d'atteindre. Dogs in the Vineyard te parle de ça, tu joues un jeune prêtre qui veut essayer de résoudre les problèmes d'une communauté, enfin des prêtres itinérants, quoi, qui vont résoudre les problèmes des gens. Et le simple fait d'utiliser les règles de conflit pour tirer les verres du nez aux gens te pousse aux limites de la moralité et te fait t'interroger sur tes raisons de faire tout ça, quoi. Donc avec un idéal comme ça, le bon jeu, c'est le jeu pour lequel, globalement, il suffit de suivre les règles. Et de façon, alors avec une certaine bonne foi, quoi, si on en met la moitié à la Ouais. poubelle ou si on les suit hors de leur esprit, ça marche pas. Mais en suivant les règles avec une certaine bonne foi et en s'y soumettant d'une certaine manière, on fait tourner la machine et ça devient, et là ça devient, si le jeu est bon, ça marche bien, quoi. Je Ouais, repense à ouais. ce petit comics que je vois passer de temps en temps que j'aime pas, qui est c'est les rôlistes qui s'emberlificotent, genre si le jeu est bien, enfin on s'en fiche en fait, il faut que le MJ fasse un bon scénar, et puis de toute façon les règles on les jette à la poubelle et tout. Hein, qui a l'air de mettre en avant le fait que les tradis c'est super compliqué pour faire un bon jeu, alors que au fond il suffit d'avoir des bonnes règles, quoi. Mais Ouais. enfin. Donc l'idéal forgien, je trouve très intéressant, et mais moi il me pose souci à plusieurs niveaux, et surtout il se trouve que c'est pas le mien en fait, c'est pas ce que j'essaye de faire. Euh, alors je vais peut-être essayer de citer, avant d'entrer plus dans les détails, je vais peut-être essayer de citer quelques problèmes qui me semblent avoir lieu face à cet idéal-là. Le premier, c'est le risque de soit surcharge cognitive, soit de difficulté cognitive dans l'application des règles d'un nouveau jeu. Tu arrives sur un jeu qui est censé fonctionner d'une certaine manière, et puis en fait, suivre les règles, c'est dur en soi. Ce qui fait que le système peut potentiellement ne jamais exister tel que les forgiens ou tel que les gens qui ont aimé le jeu l'ont vu. L'exemple type de ça, pour moi, c'est, je pense par exemple à Polaris de PhD, Ouais. avec ses déclarations. Un classique de Polaris, c'est si tu veux, quand tu veux agir pour faire quelque chose de définitif contre des démons, typiquement, ton chevalier se lève, prend son épée et tout. Tu ne dois pas faire des déclarations intentionnelles du genre j'essaie de le frapper, je vais vers lui pour essayer de le tuer, je tente de faire ça. Ce que tu dois faire, c'est des affirmations définitives. Je prends mon épée et je tue le démon, je lui coupe un bras, je le terrasse, bref, je gagne, quoi. Et c'est seulement à ce moment-là que les règles peuvent commencer à rentrer en compte, parce que l'autre a le droit de dire non, je refuse, ou alors ça arrive, mais seulement si, il t'arrive ça, mais seulement si, ceci, cela. Et en fait, tant qu'on ne rentre pas dans l'acte déclaré concret, Polaris, ça ne tourne pas, quoi. Ouais, tout à fait. Un autre, alors bon, évidemment, hein, c'est pas une objection mortelle pour les idéales forgiens, parce qu'on pourrait très bien se dire, effectivement, Polaris, ça prend un petit peu de temps pour s'habituer. En fait, je connais pas de jeu, même estampillé 100% forgien, qui demande pas un peu de prise en main, tu vois. Et Ouais. quelque part, ça peut faire partie de ce modèle en se disant, le but c'est d'avoir des petits scénarios faciles à jouer, ou des canevas faciles à jouer, ou des parties test pour voir un peu comment ça tourne, quoi.
Je me reconnais assez là-dedans, hein, j'avoue. Ouais. Ouais, mais pour le coup, disons que pour moi, quand une théorie un peu sophistiquée, tu vois, un peu posée comme la forge, produit toutes les théories, toutes les visions du monde, ou toutes les visions d'un phénomène comme le jeu de rôle, ont forcément des lacunes et des points faibles. Mais ces théories, en général, elles-mêmes, un discours sur leurs propres points faibles. Et donc, oui, je suis assez d'accord avec toi aussi que Polaris, tu vois, oui, il est cognitivement difficile à prendre en main au début, mais en fait, ça va, quoi. It's ok. Une fois que t'as le coup de main, en fait, ce serait ça le raisonnement, quoi. C'est Une ça. fois que t'as le coup de main, ça roule tout seul. Alors, ceci dit, je préfigure un truc un peu plus problématique, c'est que autour de cette histoire de coup de main, il va y avoir il y a deux questions qui se posent, qui sont premièrement d'où est-ce que je pars, quelles sont mes pentes Ouais. naturelles, qu'est-ce qui est plus ou moins facile pour moi, et c'est pas la même pour tout le monde. Et deuxièmement, une question qui est très corrélée, une question de compétences. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin ou que je dois acquérir pour jouer à ce jeu? La notion de compétence, j'y reviendrai plus tard parce elle est assez compliquée à manipuler. Elle permet de dire beaucoup de conneries, mais je pense qu'elle est nécessaire en fait. C'est un truc qui va sortir dans pas longtemps. Voilà. Les autres objections que j'ai face à l'idéal forgien sont des questions un peu plus diffuses qui correspondent surtout au concepteur, ou l'auteur du jeu qui essaie de transmettre, qui sont des espèces de questions presque d'épistémologie, tu vois, du genre quand tu écris ton jeu de sorte à le transmettre, donc via ses règles et tout, et que tu l'envoies et que tu obtiens des gens qui y jouent, qui te disent, qui reviennent en disant que c'était cool, quoi, que c'était des bonnes parties, est-ce que tu es sûr qu'ils ont joué au même jeu que toi, quoi? Ouais. Si le jeu dit les règles c'est ça, ça, ça et ça, et puis qu'en fait les gens ont l'habitude de jeter à la poubelle des règles qu'ils n'aiment pas, et qu'ils ont fini par faire une partie, mais qu'elle était très bien, hein, ça marchait vachement bien, et qu'ils disent ah bah on a joué à ton jeu, c'est génial. Tu vois, est-ce qu'ils ont vraiment joué à ton jeu si ton jeu c'est exactement le système induit par l'application précise de ces règles? Une sorte de cauchemar forgien, là. Ah, absolument. Et en fait, de manière générale, tu vois, l'idée ce serait de se dire, même si la partie marche, même si souvent la partie marche, très souvent ça fonctionne, est-ce que, alors là je vais un petit peu loin, j'ai peur de sortir du sujet, mais bon, est-ce que c'est vraiment à cause des différentes règles que tu as mises et de leur intrication? Parce qu'on pourrait se dire, tu vois, ok, en tant que game designer, tu vois, j'ai créé un jeu avec toute une interaction de règles qui est faite pour un certain effet. J'ai fait tester le jeu, ça marche. Peut-être même d'ailleurs que j'ai fabriqué ces règles de façon réflexive, hein, en fonction de ce qui marche ou pas, en les retravaillant encore et encore. Et à la fin, j'obtiens un effet qui fonctionne, mais est-ce qu'il est vraiment corrélé à ça, quoi? Et moi, j'ai des exemples en soi de jeux pour lesquels tout un pan de leurs règles me semble complètement décorrélé de leur réalité, de leur fonctionnement, quoi. Je pense par exemple à Happy Together, qui est un jeu que j'adore, que je trouve génial, mais les règles spécifiques portant sur les désirs et leur coche me paraissent superflues, en fait. Après, le jeu peut, comment dire? Avoir une bonne dynamique, mais avoir certains éléments, soit surnuméraires, soit même suboptimum. Ça Absolument. n'empêche pas que le reste du jeu va t'orienter éventuellement vers une dynamique, qui est celle du système, idéal, quoi. Tout à fait, ouais. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, globalement, mon interrogation, c'est de dire un peu la chose suivante, c'est comment? J'avais pendant un moment un bout de théorie que j'avais jamais publié, qui était quelles sont les propositions minimales de jeu qui sont passionnantes et très intéressantes en elles-mêmes parce que aucun autre jeu ne les a fait et que quand on se lance dedans, on arrive spontanément à raconter des choses. Happy Together, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'idée que décrire un instant de quotidien un peu cool qui se passe bien, en fait c'est ouf comme gameplay, c'est vraiment génial. Et dès qu'on se lance dedans, qu'on voit comment ça fonctionne, ça marche très 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 bien. Et il n'y a pas besoin d'avoir des règles de désir derrière pour le motiver. Ça c'est une critique purement personnelle, quoi. Mais alors Bah, je peux te après, sortir un. Attends, je juste vais. ouais, Non, vas-y. vas-y. Non, j'écoute, je Non, c'est t'écoute. juste, là, j'ai l'impression qu'il y a 2 choses. Il y a le minimalisme, c'est-à-dire, les règles nécessaires et suffisantes pour, produire quelque chose d'intéressant, nouveau, tout ce qu'on veut. Et puis pour moi, il y a le côté, stabilisateur. Alors je sais pas si les règles de désir dans Happy Together fonctionnent comme ça, je suis pas certain. Mais j'ai l'impression qu'il y a des règles, tu vois, qui sont pas nécessaires pour produire une expérience, enfin l'expérience Hmm. de base d'un jeu, mais qui ont vraiment un effet stabilisateur. Fait penser à, alors j'ai pas d'exemple là en tête, directement, mais quand quand je construis des jeux, moi je réfléchis beaucoup à ça parce que justement, pour pouvoir mettre les pieds sous la table en tant que meneur,
j'ai vraiment le besoin d'avoir de la redondance dans la structure du jeu. C'est-à-dire, par exemple, si je fais un jeu héroïque où il y a la mécanique est très héroïque et tout, peut-être que ça va marcher tout le temps, mais si en plus je mets un univers qui renforce ça, je me dis ok là, je prends peu de risques quoi, Hmm. à vraiment bien encadrer le truc. Enfin, je sais pas Hmm. si Ouais, je vois. Bah, en fait fait, sens. ça me parle bien. Alors d'autant plus que l'autre contre-exemple que j'allais évoquer est aussi assez bien géré par ton argument. Je pensais en fait à un jeu qui est World Wide Wrestling, qui est donc un PBTA de catch. On joue des catcheurs, des catcheuses qui se lancent dans des matchs. Match plus ou moins, donc match fixé à l'avance avec un mécanisme assez sympa qui fait que tu joues le match, les personnages savent que c'est truqué, mais en fait, toi en tant que joueur-joueuse, tu ne sais qu'à la toute fin qui était censé gagner, qui a décidé de enfin, qui a été désigné comme gagnant, quoi, et t'as le droit d'accepter cet état de fait ou de te rebeller contre. Et ce jeu est intéressant parce qu'en fait, il marche du tonnerre. Enfin, vraiment, dans les quelques retours que j'en ai eu et dans la partie que moi j'ai faite, c'était très cool. Et on était tous et toutes à fond sur l'exubérance dans le fait de jouer nos personnages très, tu vois, grands catcheurs qui se lancent dans le truc et tout. Et la question, c'est à quel point est-ce que cet enthousiasme, ce fonctionnement, cette réussite, tu vois, était liée aux règles en elles-mêmes. Et en fait, les règles de World Wide Wrestling sont étonnamment techniques. C'est un PBTA, mais avec au moins 2 types de points différents qui s'équilibrent, que tu peux gagner ou perdre dans toutes sortes de cas, que tu peux dépenser de certaines façons. Et en un one-shot de plusieurs heures, il y a arguablement 30 ou 40% des règles auxquelles on n'a même pas pensé, en fait, qui n'ont même pas existé pour nous. Et il y a beaucoup de choses qui, à la fin du jeu, étaient un peu flottants pour moi. Je savais même pas vraiment comment ça marchait. Et j'avais vraiment très fortement ce sentiment, tu vois, que il y a un pan des règles qui n'est pas vraiment très pertinent, que le truc important pour nous, ça a été de jouer des catcheurs, des catcheuses, et que les trucs qui étaient importants, c'était déjà ça, qui sont des règles d'univers extrêmement fortes, en fait, dire que tu vas jouer des gens qui se battent dans des combats truqués, enfin pas truqués, mais arrangés, quoi. Euh, et que c'est immensément cool, et que la partie mécanique que tu utilises derrière pour gérer ça est finalement très mince dans ce dont tu as besoin, quoi. Et donc c'est le sentiment que la partie du système qui est surnuméraire, c'était déjà 90%. La partie des règles Ouais, ouais. qui est surnuméraire, c'était 90%. Mais c'est vrai qu'on peut voir un peu la même chose que toi en se disant, au fond, c'est vrai que c'est pas très très utile pour une bonne partie, mais si la partie racle et marche pas et décolle pas, peut-être qu'on peut faire appel à ces règles pour maintenir un minimum vital et que ça fonctionne à peu près jusqu'à ce que ça décolle, par exemple, un truc comme ça. Ouais, je, m- ouais, je sais pas, moi, le côté version minimale du jeu me pose question. Je me dis vraiment, le surnuméraire, je me dis que ça permet vraiment d'encadrer l'expérience de manière plus. C'est très forgien ce que je dis, je sais bien, mais Mhm. ça fait sens pour moi en tout cas. Ce côté, ok, on va mettre toutes les chances de notre côté quelque part, tu vois. Ouais, Il y a un ouais, côté comme c'était ça. pas une critique, hein. Je ne Ouais, vise pas particulièrement le minimalisme. Ou alors, tu vois, en tout cas, le minimalisme me semble être un- une direction ou comment dire, une intention créative très intéressante, mais ouais. moi, c'est absolument pas la seule possible, quoi. Mais alors par contre, je réécoute ce qu'on dit. Je me demande pourquoi est-ce que je me lance dans cette direction-là, qui me semble quand même un petit peu drifté. Ouais, bah, Je il y te a propose. la question de la transmission, et en fait, je pense Ouais. que pour contextualiser, j'ai l'impression que la question de la transmission dépend du paradigme de design dans lequel tu es au fond. Et donc là, il y a un côté transmettre le jeu d'un point de vue forgien, c'est pas la même chose que le transmettre de ton point de vue, j'imagine. Absolument, ouais. J'essaie juste de terminer sur cet exemple-là, enfin sur cette situation de manière générale. Je pense que quand même hein, la principale chose que je voulais dire sur l'idéal forgien, c'est de soulever la question des compétences, c'est peut-être ça dans laquelle je vais rentrer bientôt. Euh, mais oui, je peux proposer au minimum la chose suivante, c'est une remarque qu'on peut faire, c'est dans cette question de paradigme, c'est qui ou quoi doit être garant de la transmission d'un jeu, c'est-à-dire de la transmission d'une certaine façon de jouer à un jeu, quoi. Et dans l'idéal forgien, c'est assez clairement le texte, si ce n'est l'auteur, l'autrice, mais enfin non, c'est vraiment le texte en fait qui doit transmettre la façon de jouer au jeu. Si tu dois avoir une discussion avec l'auteur pour qu'il t'explique comment on joue vraiment, quelque part ce serait vu comme un échec, tu vois. Et mon point c'est de dire,
une pratique de jeu de rôle, un jeu au sens de un jeu qui est pratiqué, quoi, qui est joué par des gens, dans la mesure où il y a toute une part humaine et pas uniquement application de règles, une pratique c'est aussi quelque chose qui peut se transmettre littéralement au sens d'une pratique en anthropologie, c'est-à-dire par le contact, par une certaine transmission orale, par le fait de jouer ensemble, ou alors par d'autres moyens écrits qui ne sont pas seulement des jeux. Un exemple de ça Ouais. me semble être l'OSR en fait. Il me semble que beaucoup de jeux OSR ne donnent aucune explication sur qu'est-ce que c'est que jouer OSR et se proposent directement et donnent directement des règles, certaines règles de simulation, des blessures, des jets de sauvegarde, etc. Un certain univers ou des moyens de le rendre, et ainsi de suite. Donc pas tous, hein. Les jeux du Grumpf par exemple, Into the Odd qui était préfacé par lui aussi d'ailleurs. J'en ai sans doute d'autres à te citer qui me viennent pas là tout de suite maintenant, mais des jeux comme ça qui commencent par te dire alors qu'est-ce que c'est que jouer old school, je vais vous expliquer. Ouais. Pour les... Après, tu vois, quand tu me parles de textes qui sont pas dans la base, j'ai l'impression que c'est toujours du texte, ça reste le même média, quoi. Ouais. Alors un autre exemple, c'est pour le coup radicalement, ce serait le jeu tradi, tu vois, où il semble assez clair que des choses importantes, des éléments importants du jeu tradi comme ces scénarios ne sont pas expliqués dans les bases. Les bases de jeux de rôle traditionnels donnent en général des conseils qui sont généralement considérés comme pas suffisants pour écrire des scénarios, quoi. Ouais. Des conseils larges, mais pas, mais qui font que quelqu'un qui débute a du mal à écrire. Même si tu trouves des jeux qui font les efforts de ce point de vue-là, qui disent voilà les thèmes importants, voilà les choses à mettre en avant. Ce qu'on a d'ailleurs beaucoup reproché au tradi, c'est ce côté un peu, la transmission, elle se fait implicitement dans la communauté. Tu apprends, tu joues et puis tu finis par devenir capable de faire Ouais. tes propres jeux et tout. Mais il n'y a pas un truc clairement qui te dit comment est-ce que tu joues. Tu vois, c'est marrant, je suis en train de réfléchir à mon expérience de cimetière. J'ai l'impression que moi, je suis assez d'accord avec toi, hein, dans le fond, sur la question de... il y a plusieurs canaux de transmission. Ils ont leur particularité. Puis moi, j'ai l'impression là de m'être beaucoup reposé sur la transmission par la pratique, en me disant, c'est bon, j'ai vu KF mener, j'étais aux premières loges, quoi, quelque part. Et Ouais. donc, je vois comment ça marche, mais je crois que je me suis vraiment trompé, en fait. Je crois que Ouais. je me suis dit, ouais, je crois que je t'ai trop cru, tu vois, quelque part. Il y a un côté comme ça. Et il me manquait du texte, dans une certaine mesure, tu vois, quelque chose qui clarifie, peut-être qui uniformise, quoi. Ou Ouais. qui cadre les choses importantes, pas importantes. Quelque chose comme ça, quoi. Moi j'ai eu exactement la même chose le même sentiment que toi, c'est-à-dire que donc la rédaction du jeu Cimetière actuellement est en cours et elle est loin d'être finie. Et ce qui est écrit pour le moment, c'est surtout les premières choses que moi j'ai rédigées, c'est les choses qui me servent à moi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'expliquer à moi-même ma propre pratique. Ce que j'ai explicité, c'est mes méthodes de création de lieux, d'ennemis, d'adversaires, de tout un tas de choses comme ça, et les règles de fonctionnement que j'utilise, les règles de jet, de ceci, de cela et tout. Et je prévois à un moment ou à un autre de, bah, de réfléchir à la transmission du jeu, pour laquelle qui devrait au maximum passer par effectivement des textes à l'intérieur du livre, mais par contre qui ne passent pas par les règles. C'est-à-dire voilà, les règles sont un champ assez mince à exploiter, et je veux essayer de donner des principes généraux de jeu qui ne passent pas par l'application précise de règles, quoi. Est-ce Et que, je m'étais juste, dit, ouais, je termine juste pour répondre à ouais, ce que tu ouais. disais tout à l'heure, c'est euh, j'envisage plusieurs niveaux et plusieurs possibilités de transmission. La première que j'avais en tête, c'était de me dire, tout ce qui est principe et règles et façon de jouer particulière, je ne l'ai pas rédigé, mais je te propose de faire jouer le jeu toi-même, parce que je pensais aussi, tu vois, que par le fait de participer à la même pratique que moi, ça suffirait, tu vois. Je peux pas former toutes les personnes du monde qui auraient envie de jouer au jeu, donc à un moment ou à un autre, il faudrait que je me bouge et que j'écrive un certain texte. Ouais. Mais je m'attendais effectivement à ce que ça fonctionne. Et là pour le coup, c'est un, c'est un setback, un contre-coup inattendu pour moi, quoi, de dire en fait ça ne suffit pas, quoi. C'est marrant parce que peut-être, alors une hypothèse à ne vraiment pas écarter, c'est que moi je suis du sang forgien coule dans mes veines, tu vois. Et donc j'ai vraiment cette peut-être mauvaise habitude, je ne sais pas, mais en tout cas cette habitude de mettre les pieds sous la table et presque de passivement mobiliser ma pratique. C'est-à-dire de me dire, il y a les règles du jeu, et puis la pratique, je vais pas
trop réfléchir à comment mener. J'ai un peu un feeling cimetière. Je vais me lancer, je vais un peu mobiliser mes souvenirs de comment KF mène mes parties. Et puis voilà, mais tu vois, j'ai pas cette manière un peu de mobiliser mon expertise activement. Hmm. Et peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a peut-être aussi le profil de la personne à qui tu transmets. Peut-être que Sans doute, ouais. c'est un forgien comme moi, tu vois, c'est peut-être une personne qui est la plus hermétique à la transmission par la pratique. Alors même si je suis pas du tout opposé à l'idée, je pense que ça marche, tu vois. Mm. C'est juste que je suis pas dans le bon mindset de transmission, quoi. Oui, je comprends, oui. Et ça nous amène à petit à petit, en fait, à une question qui est qu'est-ce qu'on fait du particularisme qu'est chaque être humain, en fait. Ouais. Euh, ouais, alors je vais sauter à un truc que j'avais l'intention de dire un peu plus tard, mais qui me semble cohérent maintenant. Euh, Dans ma vision des jeux, il y a la chose suivante. Des jeux de rôle, j'entends. Je pense que, assez clairement, chaque table, et par table, j'entends vraiment une organisation spécifique de personnes, chaque table transforme une expérience à ses particularités à elle, et transforme l'expérience proposée par un jeu en une expérience concrète qui lui est spécifique. La spécificité d'une table, ce qu'on pourrait appeler un style, hein, au sens commun de style, euh, c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup. Et je crois qu'il y a une tension, il y a vraiment toute une dialectique à faire, je pense, entre la recherche de spécificité dans le jeu. C'est-à-dire que je veux que le jeu auquel on joue soit particulier et ne soit pas juste le jeu auquel on joue habituellement, avec un changement de carte postale, comme dirait Tiramisu. Mais et d'un côté, pardon, la spécificité des personnes en elles-mêmes et de la table, quoi. C'est-à-dire que le jeu, s'il est cognitivement difficile pour nous deux, et qu'on peut assez facilement si on peut en tout cas d'une façon ou d'une autre l'adapter pour qu'il soit plus facile à jouer pour nous, et qu'il résonne plus fortement avec nous et ce qu'on a à dire, ça me semble aussi souhaitable, quoi. Et cette tension, cette tension entre les deux spécificités, celle du jeu, celle de la table, me semble être c'est une tension créative très importante sur laquelle la transmission se place de façon très critique, en fait. J'ai l'impression que dans l'idéal forgien, il y a cette idée, alors peut-être pas systématiquement, hein, mais qu'il y a cette idée que la particularité du jeu, la spécificité du jeu est la plus importante. C'est d'abord, Ouais. c'est-à-dire que le jeu, les règles, la façon d'y jouer doivent induire un système spécifique, unique, et ce système-là, si c'est juste si on y reconnaît juste ta façon habituelle de jouer, quelque part c'est suspect, en fait. Quelque part, t'es pas allé au bout de ce que la démarche te permettait. Et moi, je me retrouve dans une situation un peu plus, une situation que je trouve qui est très compliquée à gérer, qui est, j'ai conscience d'une certaine particularité de mes jeux, euh, donc je veux que les gens voient ça avant de transformer le jeu ou de l'abandonner. Mais d'un autre côté, je veux aussi qu'ils puissent l'adapter à leur propre thème, à leur propre méthode, et qu'ils trouvent une certaine façon spécifique de se placer par rapport à ça, tu vois. Ouais, ouais, je vois bien, je vois la tension, mais j'étais en train de me dire aussi, peut-être que comment dire, le modèle même de l'idée que tu as de ce qu'est un jeu de rôle va vraiment modifier la manière dont tu vas le recevoir, dans le Mm. sens où si je suis forgien, moi je veux pas que mon style apparaisse, enfin mon style au sens de comme tu l'entends. C'est-à-dire, j'ai Mm. envie que mon individualité s'exprime à travers la partie, c'est-à-dire que quand moi, Valentin, je suis mis dans une certaine dynamique, tu vois, de jeu, Mhm. quand je suis mis dans une dynamique par un jeu donné, je vais beaucoup apprécier enfin, la manière dont mon individualité va se déployer dans cette structure particulière. Mm, Mais mm, je mm. veux pas que mon individualité modifie la structure elle-même. Et je crois que c'est ça vraiment la différence. Donc Ouais, c'est vraiment, ok, je veux vraiment me soumettre complètement à une structure donnée, et c'est mon individualité qui à l'intérieur de cette structure s'exprime. Mais là, ce que tu dis, c'est que le style va faire que peut-être que les individualités vont aussi modifier un peu la structure elle-même. Et il y a ouais, du coup de tension entre je vous propose une structure, mais en même temps, je vous propose d'adapter cette structure à vos envies, mm, quoi. Ou à ce que exact. vous Ouais, êtes, ouais, ouais. ou un truc comme ça. Et c'est vrai que
c'est une tension qui est un peu résolue chez les forgiens, bon, qui pose d'autres potentiels problèmes, mais qui en tout cas... En fait, on pourrait dire que de toute façon, c'est une réalité, peut-être. On pourrait dire, de toute façon, la structure, on va tenter de proposer sa forme, et derrière, euh, elle va être appropriée par les individualités, même de bonne foi, quoi. C'est-à-dire, moi qui joue à un jeu de rôle forgien, je vais essayer d'y jouer by the book, comme on dit. C'est vraiment Mm. la traduction de essayer d'appliquer la structure telle qu'elle a été pensée. Mais il va y avoir des petites adaptations parce qu'il y a des trucs que j'ai pas compris, il y a des choses un peu floues dans les explications, donc bon bah je vais pas à jouer exactement au jeu. Il y a quelques exemples d'ailleurs, je crois que c'est à Demiurge où ça, depuis que donc c'est un jeu que j'adore et depuis le temps que j'y joue, j'ai complètement oublié une règle. Et donc moi j'ai joué à une certaine structure de Demiurge qui n'est pas Mm. exactement celle de l'auteur, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Mais ça, c'est presque de toute façon, ce phénomène se produit tout le temps quasiment. Mais j'ai l'impression que toi, c'est non pas quelque chose que tu constates et tu fais avec, parce que ça, presque les forgiens pourraient le faire en fait. J'ai l'impression que toi, tu dis, non seulement ça existe, mais en plus je veux que ça ait lieu, et je Mm. veux que ça ait lieu d'une certaine manière, quoi. Ouais, Enfin, jusqu'à un alors certain point, parfaitement, quoi. ouais. Mm. Ouais, exactement, merci pour la clarté de ta formulation, parce qu'elle m'aide à bien voir les choses. Effectivement, moi je veux qu'elle ait lieu, et je me dis, en fait, mon point de vue est le suivant, c'est je pense que cette adaptation a lieu quoi qu'il en soit. La forme radicale de cette affirmation, c'est ce que je dis de temps en temps, c'est que les jeux de rôle n'existent pas en fait. Je crois que ce à quoi jouent plusieurs personnes quand elles disent qu'elles jouent à la même chose n'existe pas, en fait, n'a pas de trait commun. Mais bon, ça c'est un point de vue assez radical. Mais globalement, mon point, c'est effectivement, il y a une certaine adaptation d'une façon ou d'une autre à la table aux spécificités des gens, aux spécificités de ce qu'elles savent ou ne savent pas faire, les compétences qu'elles ont du mal à développer. Un jeu à narration partagée très forte est difficile, tu vois, si tu joues avec beaucoup d'anxiété créative, par exemple. Si tu n'oses pas prendre la parole et créer des choses, c'est vachement dur à jouer. Et donc, il y a toujours une dose d'adaptation qui peut être vraiment dans une direction intéressante et innovante. Et mon point, c'est plutôt de dire, puisque ça a lieu, et qu'en plus, c'est le lieu d'expression d'une certaine chose qui m'intéresse, qui s'appelle le style, alors je veux qu'on la teste et qu'on l'accepte. Donc pour moi, c'est une différence à la fois vis-à-vis du tradi et de la forge. L'idée, ce serait de dire la chose suivante, tu vois, dans le tradi, beaucoup de jeux de rôle traditionnels me semblent donner de la matière au MJ, qui va ensuite faire sa tambouille avec. Et la façon de faire de cette tambouille n'est pas très explicite. Ça va passer dans les podcasts, les conseils au MJ, les discussions, l'expérience et tout, mais c'est pas très 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 clair, quoi. Et cette adaptation, dans le cas du jeu de rôle forgien, elle doit être minimale. Je pense que dans l'idéal forgien, il y a cette idée que si ton jeu est cognitivement difficile, s'il y a des difficultés cognitives à apprendre à y jouer, alors il faut que l'entrée dans ces difficultés soit aussi smooth que possible. Il y a des façons plus ou moins faciles de transmettre, d'apprendre, et donc tu vas jouer vis-à-vis de ça. Je pense par exemple à Dogs in the Vineyard qui te fait jouer, avant de jouer le village, le scénario que tu vas jouer ce soir-là, il te fait jouer ton initiation, donc une mini-scène de quelques minutes, pour que tu puisses tester les mécaniques, voir comment ça marche et tout. Quoi. Euh... Est-ce que c'est vraiment dans le thème? Ah, limite, bref. Voilà. Et alors, on arrive au sujet de l'OSR. Et un truc que je constate avec l'OSR, c'est pour tous les bouquins d'OSR que j'ai lus, que l'on te donne au début ou pas une idée de ce que c'est que l'OSR et qu'est-ce que c'est que le jouet OSR, la plupart te donnent un set de règles précis et des items, des ennemis, des éléments de lore, etc. Si tu prends Into the Odd, par exemple, tu as une création de personnage avec des stats associées et des items qui te sont donnés en fonction de tes stats. Tu as plein de tables aléatoires et d'idées pour créer des missions et des espaces, des endroits bizarres à aller inspecter, du loot, des objets magiques, plein de choses comme ça. Et puis basta, c'est parti. Et en fait, tous les jeux OSR s'inscrivent dans une large pratique qui est vraiment la pratique de l'OSR plus généralement, dans laquelle il est très attendu, très commun et très naturel que chaque personne fasse sa propre tambouille, en fait. Les gens arrivent, modifient les règles, changent de système, ajoutent un truc en plus ou en moins. Typiquement, moi j'ai joué plusieurs fois à Veins of the Earth, je suis en train d'y jouer, qui est censé être joué avec les règles de Lamentations of the Flame Princess, et j'ai bidouillé mes propres règles pour y jouer, qui sont principalement inspirées de Into the Odd. J'avais fait un article dessus d'ailleurs.
Et j'ai même pas vraiment, en faisant ça, j'ai pas l'impression d'avoir créé un jeu. En fait, j'ai juste adapté des bouts de règles à gauche et à droite. Et en fait, l'OSR fonctionne vraiment fondamentalement comme ça, comme un vivier de techniques qui s'entrecroisent, avec l'idée que y a pas, moi, je ne crois pas qu'il y ait des jeux OSR bien définis au sens de ce que les forgiens appelleraient jeu, en tout cas, parce que quand tu joues par exemple à Soulfire du Grumpf, ou à Veins of the Earth, ou à ce genre de choses, tu y joues toujours en faisant référence à d'autres jeux OSR. Enfin, il y a une espèce d'intertextualité extrêmement forte, quoi. Le jeu, les règles, la façon d'y jouer forment un tissu compact qui relie tous les jeux OSR d'une certaine manière, tu vois. Et ce tissu présent commun de l'OSR, je le constate dans ma pratique moi-même, qui est que assez souvent je joue au OSR et je me rends compte que j'ai besoin d'une règle pour gérer un truc auquel j'ai pas pensé. Et je chope une règle qui passait par là, quoi. Ça m'est encore arrivé récemment dans Veins, c'est un peu toujours la même d'ailleurs, c'est ah mais au fait, combien d'objets on peut porter? Ah bah je sais pas, on va dire tu prends ta vigueur divisée par 2, puis ça te donne le nombre d'objets lourds maximum que tu peux porter. Et ouais. Alors, j'entends bien tout ça, hein. Ça, c'est quelque chose effectivement qui se fait. Euh, j'ai presque envie de dire, bon, on pourrait le traduire en termes forgiens, ce serait peut-être pas très très pertinent, mais il y a un côté, on craft un peu les règles du jeu sur mesure ou en fonction de ce qui nous intéresse à un moment donné. Il n'y a pas effectivement une entité bien délimitée, pensée comme une expérience précise, etc. Admettons, tu vois. J'ai quand même le sentiment qu'il y a deux choses différentes. Il y a presque les éléments de transmission univoques et ou monosémiques, tu vois, et les transmissions d'éléments polysémiques. Alors, pour être plus clair, l'idée c'est de dire que tu as vraiment des règles en dur, quoi. Des trucs qui sont voilà, t'as 6 caractéristiques et faut lancer 3d6 pour statuer sur leur valeur. Et le jeu, c'est quand tu fais un test, tu choisis une des caractéristiques et tu lances 3d6 et si tu fais moins que la valeur, tu réussis ton test. Ok. Donc là, je pense que tu vois, il peut y avoir un assemblage de règles et effectivement, les jeux OSR peuvent ne pas proposer un corpus unifié très clair à chaque jeu, tu vois, en ayant la prétention de dire voilà, ça c'est Into the Odd, ça c'est Macchiato Monsters, et, euh, Mm. et le reste c'est vraiment du bricolage qui est un peu une manière de détourner le jeu. Effectivement, il y a ce côté, très bien, on fait notre assemblage de règles, mais j'ai l'impression il y a des éléments beaucoup plus flous, beaucoup plus polysémiques, qui sont pas du hard coding de règles très claires, mais qui sont vraiment des pratiques, tu vois, des principes, des manières de jouer, un style de jeu. Et j'ai vraiment l'impression que tu as deux éléments très différents. Parce que au final, j'ai vraiment le sentiment que transmettre du contenu formel, du contenu comme ces genres de Mm. règles-là, très très claires, ça Ouais. va, tu vois, on s'en sort. Ou même une recette, genre la recette pour créer les domaines à cimetière ou les canevas à démiurge ou que sais-je. On va dire, bah, première étape, vous faites ça, puis deuxième étape, vous faites ça, etc., etc. On va te guider. Mais après, derrière, la quantité de détails que tu vas mettre, enfin, comment dire, ça explose par toutes les coutures, dans le sens où il y a plein de fois où il faut faire plein de choix, il faut interpréter, et c'est là que le style va être visible, quoi. C'est dans toutes Mm. les interstices des éléments qui sont formalisés. Et alors là, je pense que l'OSR est vraiment silencieux là-dessus, quoi. Il y a vraiment un côté, alors là, vraiment, Mm. autant les règles formelles, je suis d'accord, enfin, non seulement les règles formelles, il y a un côté assemblage, et ça, à la limite, je l'entends bien, mais après, pour la mise en pratique, pour ce qu'on y fait, j'avoue que moi, si j'avais pas lu donc alors je sais plus comment ça s'appelle, les principes apocryphes, Ouais. qui sont en fait une collection de conseils de jeu, on pourrait dire, de philosophie de jeu, de Mm. voilà, l'idée c'est de jouer comme ça au SR. En fait, l'objectif c'est de par exemple ne pas faire de jet de perception, parce que du coup ça permet aux joueurs de poser des questions, être très attentif, tout ça, vraiment on m'explique la manière de jouer, mais il y a zéro règle formelle, il y a zéro truc codé en dur, c'est vraiment Mm, mm, mm. une méthode de jeu. J'ai l'impression que ce truc-là, tu vois, ce contenu flou, moi je l'entends en termes de conseils de jeu, en fait, tout simplement, ou de principes, tu vois, de manières Ouais. qui sont vraiment du langage naturel,
qui reste à interpréter, tu vois. C'est jamais gagné, et puis de toute façon, c'est pas forcément bien que ça soit gagné, comme tu disais. Le style, justement, ça va être, ah bah moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Le côté vraiment player skill, se reposer sur les perceptions, machin. Ça m'intéresse, donc j'ai envie vraiment de le mobiliser pour mes parties à moi. Et puis il y a d'autres choses qui seront peut-être moins, par exemple la gestion de ressources, ça pourrait être moins important par rapport au fait même qu'on a interprété le jeu. Et donc d'une certaine manière, donc on va moins demander des ressources aux joueurs, de dépenser des ressources, de les gérer, etc., etc. Donc du coup, il y a vraiment une adaptation des principes flous, parce que l'adaptation des principes durs, des principes formels, ça va encore, mais par contre, tu vois, la transmission de ces principes flous, j'ai l'impression que euh, c'est là où le style vraiment se dégage le plus, Ouais. quoi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, pour moi, ces principes flous sont beaucoup plus importants, en fait, enfin, les principes informels, en ce qu'ils Ouais, ils incluent en eux-mêmes les conditions d'application des principes formels. C'est-à-dire, sur la formalité, par exemple, tu vois, je peux te ouais, dire, ouais, c'est clair, ouais. dans Cimetière, tu as un jet de sauvegarde, tu jettes des 20 inférieurs ou égal à ta vigueur pour éviter un danger lié à la vigueur. Mais en fait, tout ça prend part dans un cadre qui est non pas à chaque fois qu'on peut à peu près déterminer qu'il y a un danger, faites le jet, mais si le meneur, la meneuse estime que ça va être difficile ou qu'il y a des raisons d'eux, alors on le fait. Enfin, cette pratique informelle de quand est-ce que tu fais le jet, c'est un exemple d'une situation qui détermine ensuite la pratique formelle de qu'est-ce que tu fais comme jet concrètement, quoi. C'est d'ailleurs un truc dont j'avais pris beaucoup plus conscience quand j'avais écrit les règles de combat de Cimetière et où j'avais cette espèce de vision basique de fondamentalement, tu échanges des jets d'attaque ou alors des fuites, des actions un peu basiques. Mais éventuellement, si tu as une idée, une façon de dire les choses qui diffère de cette attaque-là ou une idée particulière, on peut ne pas faire de jet ou gérer ça autrement. Et j'avais inversé la vapeur en disant un truc du genre, non, en fait, on va fondamentalement jouer en mode, comme si c'était du freeform, en décrivant juste ce qu'on fait, comment ça se passe. Et après, s'il y a des actions difficiles, comme mettre une attaque, mettre un coup, là, effectivement, on va faire un jet. Et ça peut revenir à peu près au même mélange quand tu y joues, c'est-à-dire un mélange de choses informelles où tu essaies de faire ce qui marche, et puis de temps en temps des jets de dés pour tenter des attaques. Le principal adversaire étant la boxe écossaise, hein, éviter le j'attaque, t'attaque, j'attaque, t'attaque. Mais en fait, en termes de transmission, tu vois, j'avais trouvé que ça changeait un petit peu la façon Ouais. de le faire, et que ça affirmait, tu vois, qu'il n'y a pas une distinction entre les moments formels où on jette les dés et les moments informels où on se demande si cette astuce marche. Mais il y a une pratique informelle qui est déterminer qu'est-ce qui se passe par le langage, et qui éventuellement peut faire appel à certains pics à une pratique formelle qui est jeter le dé, quoi. Et pour ce qui est de la transmission de cette pratique informelle, en tant que pratique, effectivement, je trouve qu'elle est assez peu. Enfin, les jeux peuvent te dire un peu comment ça marche, mais de façon un peu concise via des conseils. Pour moi, c'est une chose qui se trouve. Je crois qu'un des éléments importants pour moi, ça a été notamment le podcast de la cellule avec le Grumpf sur Eau silencieuse ruine. Et c'est par la théorie, par les podcasts, par les discussions sur quel est l'intérêt de l'OSR que j'ai découvert ça, quoi. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord sur l'OSR et sur quels en sont les principes les plus importants. Il y Ouais, a ouais, ouais, ça c'est des sûr. choses très, très variables, évidemment. Ah, ça fait ouais un courant culturel varié et divers. Ouais. Ouais. Mm. Mais en soi, moi je trouve que l'OSR est un courant qui actuellement est accessible. Parce que contrairement au tradi qui a fonctionné sur sa position dominante, qui était juste de dire tout le monde joue au jeu de rôle, c'est comme ça qu'on joue au jeu de rôle, c'est naturel, non? Personne n'a vraiment dit ça, le jeu de rôle tradi ne parle pas, il n'a pas de voix. Mais l'implicite que j'avais le sentiment de voir parfois, c'était un peu ça, c'est l'idée que c'est ça jouer au jeu de rôle, tu vois. Tandis que l'OSR est une pratique qui a émergé a émergé en étant forcé de se justifier. Dire non, mais je vous propose de revenir à une façon de jouer d'avant, plus ou moins fantasmée. La question de l'historicité est pas du tout importante en fait, mais qui s'est posée en disant voilà, on pourrait jouer de telle et telle façon, voilà des exemples de parties de jeu, donc une des choses les plus puissantes pour transmettre une pratique. On n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais ça évidemment c'est un truc dont on peut parler, c'est la vidéo, quoi. Et pour le SR d'ailleurs, je pense à Danger et Décision, c'est partie assez loufoque avec notamment Eric Newdan et le Grumpf. Et voilà, il me semble que ça, c'est des instances dans lesquelles se font la transmission du jeu OSR. Il y a les parties qu'on peut jouer avec d'autres gens, bien sûr, mais il y a aussi les podcasts, les conseils, les articles, etc. Et c'est pas forcément évident, c'est pas des choses qui il suffit de les lire et tu dis ah ok c'est bon j'applique, mais ça donne au moins quelques pistes, quoi. Et je peux peut-être finir le truc que je disais tout à l'heure et formuler vraiment l'ambition de Cimetière. Le but dans Cimetière, ce serait d'avoir une transmission qui soit vraiment
je peux pas dire exact et total parce que c'est pas possible, mais une transmission assez poussée qui aille assez loin dans expliciter la pratique et la décomposer, la décomposer sous la forme par exemple de principes. Pour le moment, un de mes gros enjeux, enfin un de mes gros outils, ça va être des principes type Apocalypse World. Et on va dire que la prochaine grande échéance, c'est ok, le jour où j'ai fini d'écrire tous mes principes, de bien les expliquer et tout, si je fais jouer ça à des gens, est-ce qu'ils arrivent à y jouer ou est-ce que c'est la surcharge cognitive, par exemple? Ouais, parce que tu vois, il y a un côté, parce que pour l'OSR, à la limite, c'est genre une tradition, enfin ouais, un courant culturel, on pourrait dire, dans le sens où effectivement, personne n'a la réponse de ce qu'est en soi l'OSR. Il y a plein de gens qui ont plein d'avis, mais ils partagent tous une sorte de voilà d'attrait commun pour une forme de jeu un peu mouvante et tout. Et tu peux faire un peu ton marché, et donc tu peux comme ça acquérir un ensemble de ouais, c'est ça, de techniques, de compétences, tu fais ton marché quoi. Mais dans le cadre d'un jeu individuel, alors pour moi il y a deux choses, c'est même j'ai l'impression qu'on peut voir ça comme l'investissement que tu demandes aux joueurs au sujet d'un jeu donné. C'est-à-dire qu'à la limite, l'OSR, j'ai envie de dire, en fait, ça me permet de jouer à plein de jeux différents, il y a plein d'auteurs qui vont proposer plein de choses variées. Du coup, ça vaut le coup presque de se former à l'OSR, j'aimerais dire. Ça vaut le Ouais. coup de se passer, tu vois, aller passer 1 heure ou deux à lire des principes, faire des recherches Google, tu vois, passer un week-end, quelques jours pour vraiment réfléchir et tout, se former, quoi, tout simplement à ses compétences, admettons. Et après, je pourrais jouer à plein de jeux, j'aurais compris le principe et je ferais des ponts et je construirais comme ça une culture OSR avec plein de jeux. Mais dans le cas d'un jeu isolé, et c'est aussi beaucoup ça chez les forgiens qui sont, je trouve, je me mets dedans, mais il y a quand même un enjeu d'expérimentation assez poussé. Dans le sens où on veut, je crois, mettre en place des modes de jeu nouveaux, novateurs, tu vois? Il Ouais. y a vraiment une volonté d'innovation forte dans le sens où, ouais, s'il faut se reposer sur une culture pour, jouer à ce jeu-là, c'est qu'on a un peu raté l'innovation, quoi, tu vois? Alors, c'est Mm. pas exactement ça, mais il y a vraiment cette recherche d'expérience originale. Ou en tout cas, il y a l'objectif, et je pense que c'est assez corrélé, d'autosuffisance de l'objet. C'est-à-dire, à la limite, on pourrait dire, d'un point de vue forgien, bah, recopier dans chaque livre OSR les principes qui sont, on va dire, les plus importants pour jouer à ce Mm. jeu-là. Alors après, évidemment, ça s'oppose à ce que tu as dit juste avant, du genre, ouais, mais non, la culture OSR, c'est pas de dire voilà comment vous jouez, c'est plutôt de fournir du matos et puis de permettre aux gens d'appliquer leur propre culture qui se sont constituées en faisant leur Ouais. marché sur ce matos qu'on leur a fourni. Donc ça, c'est une chose Mm. que j'entends bien, hein. Il y a un côté, ok, bah effectivement, c'est assez économe en plus. Il y a un Ouais. côté craft ton OSR, le truc que tu as envie de. Pardon, ouais. Non, je t'interromps un instant, mais on pourrait, si on poussait ça vraiment à l'extrême limite, la métaphore qui marcherait, ce serait de se dire, si demain tu achètes un ballon de foot dans un magasin, bah, il est clair que le ballon de foot ne t'apprend pas à jouer au foot en fait. C'est juste un jouet Ouais, et tu vas te ouais, faire c'est avec, ça, quoi. ouais, tout à fait. Exactement, ouais, c'est une bonne métaphore. Donc c'est très très bien parce que du coup tu peux changer de type de ballon parce que tu as envie de un peu changer de matos, mais fondamentalement tu veux jouer à des jeux que toi par ailleurs tu as des formes de jeux qui te plaisent en fait. On va dire ça comme ça. Quitte à découvrir d'autres trucs, mais bon bref. Mais là où on arrive notamment aux jeux forgiens, mais aussi à Cimetière, je crois, c'est pour les expériences inédites. C'est-à-dire que là, demander à quelqu'un, par exemple, de passer du temps pour comprendre la manière dont on joue à une famille de jeux qui est composée d'un seul exemplaire, bah, c'est un petit peu salaud, quoi. Autant le mettre dans le Mm. seul exemplaire en question qu'est le livre. Ouais. Et ça, d'ailleurs, je rapproche ça des PBTA. Il y a vraiment beaucoup de similitudes entre tu vois, la tradition OSR, la tradition PBTA ou le courant culturel OSR, courant culturel PBTA, parce que effectivement, il y a plein de ressources sur Internet pour apprendre à jouer au PBTA. Il y a dans les livres eux-mêmes, parce que c'est souvent de tradition forgienne, donc il y a une envie de rendre le jeu autosuffisant, quoi.
Mais il y a aussi plein de conseils sur le net, il y a des podcasts, il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de ressources. Et puis il y a aussi plein de manières de jouer au PBTA différentes en fait. Plein de styles. Et on peut faire son marché tout comme on peut faire son marché dans l'OSR. Mais effectivement, là, pour les stand-alone, ou les jeux qui sont vraiment différents, tu vois, par exemple Cimetière qui est vraiment différent de l'OSR sur plein de points, moi c'est vraiment le problème que j'ai eu, je crois, au final. C'est-à-dire que en fait, j'ai appliqué mes recettes OSR, qui sont, je pense, assez cool pour faire du dungeon crawling un peu classique. Je crois pas que mon style, tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de compétences, je crois pas que je sois très compétent en OSR, ou que j'ai développé un style OSR très... Toi, j'ai l'impression, Kev, que c'est ce que tu as fait, c'est-à-dire développer un style très marqué, et qui, du coup est très adapté à Cimetière. C'est ce que moi, mon style OSR, mixé d'un petit peu ce que j'ai perçu de la manière dont tu mènes Cimetière, bah, était insuffisant, j'avais pas le skill, j'avais pas les comptes. Peut-être parce que effectivement j'étais pris dans cette culture, dans cette boîte à outils là. Et donc, ouais. Donc pour la transmission, j'ai l'impression que ce qui est particulier au jeu, enfin il y a le risque que vraiment on se repose sur les, ouais c'est ça, sur les compétences qu'on a accumulées dans le cas de Cimetière au sujet de l'OSR, quoi. Ouais. Alors, j'ai un milliard de trucs à répondre à tout ça. J'ai pris des Ouais, notes, ouais, j'espère ouais, que ça ouais, va je me doute. marcher. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je peux commencer par dire un truc spécifique sur Cimetière qui est... donc moi, j'ai hacké plein de jeux pour faire du Dark Souls, parce que je suis passionné par ces jeux vidéo. Et j'ai tenté des tas et des tas de trucs jusqu'à fabriquer Cimetière, quoi. Et au moment où à partir du temps où je suis tombé dessus et je m'étais dit ok, je vais y jouer, j'avais été assez marqué par une discussion une fois avec Thomas Munier, qui était il y a des années. J'avais écouté un enregistrement d'une partie où je sais plus du tout ce que c'est, je crois que c'est d'une Fiorenza Minima où il est comme MJ, je crois. Et où il commence la partie minute zéro, quoi, par la description immonde d'une tête de sanglier noir coupée et qui sert de repas. Il y a vraiment une discussion, une description qui est saisissante, qui est assez forte, quoi. Et du coup, je lui avais demandé en off, est-ce qu'il avait préparé ça à l'avance? Est-ce que c'est un scénario? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a inventé, toi, enfin, comment est-ce qu'il crée une image comme ça, quoi? Et il m'avait dit un truc genre, bof, non, je l'ai créé sur le moment, parce que tu sais, moi, j'ai 1000 veaux dans la tête depuis 10 ans et j'y pense H24, donc sortir des images comme ça, pour moi, c'est facile, en fait. Ce que je comprends tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est son univers à lui, il est hyper compétent pour sortir du 1000 veaux. Bon. Et il y a eu un moment où en fait dans ma quête d'un jeu de rôle à la Dark Souls, j'étais saoulé de faire des jeux à narration partagée dans lesquels le but était de transmettre le canon esthétique en un nombre minimal de mots, tu vois, de façon très simple, très minimale. Et j'avais fini par me dire, mais en fait, je vais faire un truc avec un MJ. Le MJ, ce sera moi. Et comme j'ai une compréhension forte de ce canon esthétique et que je pense que ce canon esthétique peut induire des logiques de jeu très intéressantes en jeu de rôle, c'est pas juste rendre un certain univers, c'est rendre un univers qui me semble intéressant à jouer, et ben je pense que ça fera des bonnes parties, quoi. Donc la base du projet Cimetière qui a bien marché, c'était un peu elle mettait au début la transmission de côté. Tu vois, le premier point c'était de dire j'ai réussi à faire un jeu qui tienne debout et qui me permette d'exprimer mon style et mes préférences. Bah maintenant, la première chose que je vais faire, c'est exploiter en fait et en tirer des parties sympas. Donc effectivement, ce premier point, tu vois, il s'affranchissait d'une certaine question de transmission. Question de transmission qui était en fait très présente dans mes autres créations avant, mes tentatives de création de jeu, avec vraiment cette idée que, par exemple, j'avais fait un truc inspiré de Dream Askew où chaque personne jouait un cadre de l'univers. Il y a des gens qui jouaient le feu, il y a des gens qui jouaient les démons qui ravagent le monde, il y a des gens qui jouaient le royaume dans sa gloire passée, etc. Et j'arrivais pas à chaque fois à isoler en quelques mots ce qui faisait la spécificité de cette esthétique et de cet univers. Bon. Donc, en fait, mon processus de design, c'est un peu la chose suivante, c'est premièrement constituer un jeu qui me convainque moi. J'ai besoin que le jeu me convainque moi et éventuellement la personne avec qui je joue. C'est déjà la première étape et ça c'est fait.
et maintenant je suis dans ce processus de chercher une façon de le transmettre, quoi. Et a priori, on est encore au début, c'est-à-dire que la pure exposition par la pratique visiblement ne suffit pas. Je vais essayer d'écrire des principes, on va voir comment ça fonctionne, mais déjà après il y aura une première phase de réflexivité qui dit ok, est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que les gens arrivent à y jouer? Est-ce que ça marche ou pas? Et j'ai d'autres espoirs, d'autres idées plus tard pour chercher d'autres moyens de transmettre. Pour ce qui est de l'inédit en soi, la spécificité du jeu, ce qu'il y a de particulier dedans, je crois que l'OSR a quand même un certain fonctionnement. Tu sais, tu disais on pouvait un peu opposer d'un côté les jeux forgiens qui ont tous une spécificité qui sont construits autour, et d'un autre côté l'OSR qui semble former une mare vaste de jeux assez proches, avec des idées assez proches. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que les OSR se distinguent et ont des particularités. Bon, il y a une raison, enfin, il y a une réponse subtile qui est un peu notamment faite par le Grump dans une table ronde récente avec Samuel Zitterman et deux autres, je sais plus qui, je crois qu'il doit y avoir Kobayashi et le dernier qui est pourtant le maître de la table, je sais plus, tant pis. Il disait, mais en fait, quand tu es très habitué à l'OSR, tu vois, un jeu qui change un petit peu la règle pour les PV ou qui modifie le fonctionnement d'usure de ton équipement, ça peut en fait avoir un changement assez important. Bon, ça c'est des questions de maîtrise, quoi, des petites subtilités comme ça qui vont changer l'expérience. Et pour le coup, pour lequel tu vas du coup chercher les trucs qui te semblent les plus intéressants pour les accepter comme tels et pas les remplacer par tes propres règles. Mais d'autre part, en fait, il y a un truc beaucoup plus simple, c'est les jeux avec des univers et des éléments contextuels suffisamment bizarres pour transformer l'expérience au jeu. Si tu as une expérience basique qui est celle de l'OSR et que tu mets dedans les monstres extrêmement étranges de Veins of the Earth, tu obtiens assez naturellement des résultats uniques et vraiment bizarres, même si ta pratique de l'OSR, même si ta façon de gérer la situation est très très classique. Par exemple, dans Veins of the Earth, tu as t'as certains pouvoirs, certains trucs qui font que tes personnages entendent ce que disent les joueurs et les joueuses autour de la table. Tu peux imaginer ce que ça change en termes d'impact. Bon, alors je tourne autour du pot, mais je t'ai dit tout à l'heure que, non content de vouloir transmettre l'idée de l'ESR à travers un cimetière, quoi, que le jeu soit à peu près autosuffisant, quitte à faire référence à un grand pan de l'OSR qui existe déjà, je voudrais en plus transmettre un jeu qui ne soit pas complet en soi, mais qui laisse les gens fabriquer leur propre jeu avec, quoi, une espèce de transmission incomplète, qui me semble être assez en accord avec la nature même du jeu de rôle. Je crois que le jeu de rôle est un média incomplet, et que transmettre des débuts de jeu, pour transmettre des jeux comme des cadavres exquis, en fait, est une bonne idée. Tu laisses les autres compléter la suite, quoi. Et en fait, je crois que tout ça, ça se connecte à ma vision de ce que c'est que de la conception en deux versants, c'est-à-dire le game design d'un côté et le play design d'autre part. Ce que j'appelle, ce qui me semble être la partie artistique du jeu de rôle et ce qui m'intéresse le plus, ce ne sont pas les jeux en tant qu'objet ou en tant que concept, ce sont les parties en tant que moment, expérience, en tant que performance. Les œuvres d'art, pour moi, ce sont les parties en elles-mêmes, quoi. Et pour cette raison, à côté du game design, qui est le fait de concevoir un jeu pour que ses mécaniques et la façon d'y jouer, le système qui l'induit soit le plus intéressant possible, moi je veux aussi penser à côté le play design, qui est la conception des parties, que l'on puisse ensemble réfléchir à comment on conçoit notre partie, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse, qu'est-ce qu'on veut qu'elle ait, quoi. Et ça peut passer par le fait de modifier un jeu, ou transformer un jeu pour amener une certaine expérience, quoi. Ce qui demande un petit peu d'expertise, mais pour peu qu'on touche qu'on ne touche pas à n'importe quel boulon et qu'on ait un petit peu une idée informée de ce qu'on fait, me semble jouable. Une chose qui me dérange parfois dans l'idéal forgien, c'est cette idée que le jeu, le produit final, est un bijou comme une horloge suisse, et que si on touche au moindre détail, alors il risque de faire, on risque que tout s'effondre, quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est transmettre un jeu dans lequel tu as, t'as un peu la notice de chaque écrou, de chaque pignon, et tu sais ce qui se passe si tu le changes, si tu l'enlèves, si tu l'ajoutes, si tu le mets en plus ou en moins. De sorte que les personnes puissent ensuite modifier tinker, transformer, quoi, bidouiller leurs expériences de jeu de façon savante, en fait, et en tirant le mieux pour elles. Parce qu'un des problèmes que j'ai évidemment dans ce type de transmission, c'est je ne peux pas te donner un algorithme ou un flowchart, un organigramme
tu vois, qui est tu vas suivre le truc et tu vas savoir qu'est-ce que tu dois faire à tel moment pour améliorer ton jeu ou quoi. Parce que je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas tes pratiques et je ne peux pas. Je suis pas je ne suis pas un démiurge capable de savoir exactement ce dont tu auras besoin au moment où tu en auras besoin. Quoi. Du coup, je peux concevoir le jeu, mais je peux pas concevoir les parties. Or, je considère que la conception de partie, c'est la partie la plus importante. Enfin, c'est le truc qui m'intéresse le plus et qui se retrouve d'ailleurs dans certaines de mes parties de jeux de rôle les plus marquantes, en ce que j'ai joué des parties qui ne sont pas des jeux, en fait. Je pense en particulier à Dungeons and Dragonflies, qui est une partie jouée avec des amis, avec la team performativiste, là, où on a mixé Dragonfly Motel, donc le jeu poétique onirique bizarre de Thomas Munier, et de l'OSR inspiré vaguement Into the Odd. Et il y avait un mélange de règles très étranges. On avait des petits papiers qu'on pouvait déchirer de façon poétique, mais les petits papiers en elles-mêmes, il y avait marqué Endurance 17, Force 15 dessus, des choses comme ça. Et on s'est jamais mis d'accord sur les règles, on les a plus ou moins inventées ou bidouillées pendant la partie, et à la fin, la partie était complétée, finie, terminée, et il n'était jamais question de d'écrire le jeu, de l'améliorer, de le transformer, quoi. C'était une partie en tant qu'expérience unique, non reproductible, éphémère, et en soi, les particularités de cette expérience étaient beaucoup plus intéressantes que les particularités de l'OSR ou les particularités de Dungeons and Dragonfly, de Dragonfly Motel. Et il était assez clair pour moi en tant que joueuse que ce que je souhaitais, enfin je n'avais absolument aucun souhait d'écrire ce jeu et d'avoir ce jeu qui existe en tant qu'unité, quoi. Et quelque part avec Cimetière, je veux un truc qui soit à mi-chemin entre le jeu forgien et ça, c'est-à-dire je veux induire les gens dans une façon de jouer qui leur sera unique, mais je ne peux pas la prévoir à l'avance. Et je veux que la façon dont les personnes vont transformer le jeu soit éclairée et pertinente. Je suis désolé, je suis très 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 long, mais j'ai encore un truc à dire ou deux. Vas-y. Comment est-ce que ça peut avoir lieu? C'est vraiment très compliqué, donc j'ai quand même quelques espoirs et quelques raisons de penser que c'est faisable. La première, c'est tous les jeux OSR te donnent des règles, te disent ok tu peux jouer ça, tu peux. Enfin le jeu de sauvegarde c'est un des 20 inférieur ou égal à la carac. Et on sait, quand on est habitué à la pratique OSR, on sait qu'en fait tout ça c'est interchangeable avec d'autres règles de jeu de sauvegarde qui t'allait reprendre dans autre jeu. Mais c'est pas écrit dans le bouquin, vous avez le droit de transformer la règle, quoi. Mon envie assez forte sur Cimetière, c'est d'avoir des règles qui sont des règles présentées à côté de leurs variantes, mais pour lesquelles on se sente vraiment libre de prendre l'une ou l'autre, quoi. J'ai déjà vu ça de façon assez amusante, le tout premier jeu de rôle auquel j'ai joué de ma vie, qui était DK2, auquel j'ai joué en tant que MJ d'ailleurs, où t'as des règles et puis t'avais leurs variantes à côté. Et une des pistes que je suis actuellement et qui est assez particulière, c'est de dire les règles de base que je mets dans le jeu, pour qu'elles soient pas trop attractives, pour que les gens ne se disent pas c'est ça les règles du jeu, ça va être le freeform absolu. Il n'y aura pas de jet de sauvegarde, pas de PV, pas de dés d'humanité, rien. Et à côté, il y aura toutes les règles formelles que j'utilise habituellement, qui seront présentées en option, avec l'idée que, par exemple, les jets de sauvegarde, voilà comment ça marche. Voilà à quel principe de jeu ça se raccorde. Le principe de base, c'est la description passe avant tout. Il faut que les jets soient brutaux et violents, c'est-à-dire qu'en cas d'échec, ça fait mal, etc. Voilà, tous les principes que tu peux essayer d'imaginer autour de ça. Et donc je veux en fait forcer à ce que les règles formelles, en fait, il n'y a pas une vision de base des règles qu'on va essayer d'appliquer, mais que jouer à Cimetière, ça implique déjà en soi de prendre les règles et de faire son choix à l'intérieur, quoi, de faire sa propre tambouille. C'est ce qui se connecte d'ailleurs à l'introduction de Cimetière et un des thèmes du jeu. Est-ce que tu as lu à la cellule les toutes premières lignes du jeu? Alors, pas dans le podcast, mais aux joueurs, oui. Ok. Je parle de la partie sacrilège. Tout à fait. Ouais. Donc Cimetière commence sur les mots suivants, première page quasiment. Cimetière est un jeu sacrilège, n'y jouez pas, ne lisez pas ce qui suit. Si vous possédez ce livre, détruisez-le. C'est évidemment dans ce que je compte faire, c'est ce que j'essaie de pousser, c'est une invite au sacrilège en fait. Bien sûr que les gens vont lire le livre, bien sûr qu'ils vont continuer, qu'ils vont essayer d'appliquer les règles.
J'espère simplement qu'ils vont le faire avec un esprit sacrilège, c'est-à-dire en ne cherchant pas à respecter la façon dont elles induisent un certain système, mais en sélectionnant ce qui leur semble pertinent. Et je veux autant que possible les accompagner autour de ça, quoi. Donc c'est une démarche qui est pleine de paradoxes et de difficultés. Un parallèle que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à l'enseignement de l'esprit critique. Tu sais, quand tu réfléchis à l'esprit critique, la capacité à penser par soi-même et à remettre en cause les choses, on a souvent un paradoxe très très bête qui rentre en compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette situation où tu enseignes, où tu forces les gens à apprendre l'esprit critique. On a l'impression que s'ils pouvaient, s'il s'agit de leur enseigner à penser par eux-mêmes, alors pourquoi est-ce que tu leur imposes ta pensée qui est de penser par eux-mêmes? Enfin, Ouais, il y a une un échelle, espèce de quoi. oui. Bah, en fait, il y a un paradoxe comme ça qui est assez résoluble en fait en se disant la pensée critique ça se découvre, ça s'apprend et c'est pas quelque chose que l'on fait naturellement. Je crois que de la même façon, le sacrilège au jeu est une démarche en jeu de rôle qui est Ouais. importante pour moi. Moi, je suis un joueur sacrilège fondamentalement. Je déchire mes livres, je les respecte pas, je joue avec d'autres règles alors que c'est des jeux forgiens, il faut pas, enfin que des trucs comme ça. Et je veux induire chez les gens une pratique sacrilège éclairée et artistique. Et c'est chaud. Bah, à la limite, effectivement, le côté sacrilège, je crois que ça va. Dans le sens où, bon après tous les 2 on discute depuis un certain temps, donc pour moi c'est assez intuitif en fait. Hem, je crois que ça va bien, hein, ça. Il y a un côté OK, tu peux en conscience, faire ton marché dans les règles, les bidouiller, les transformer, avec tout en ayant en tête, c'est vraiment super intéressant cette histoire de bâtir sur le squelette le plus élémentaire. Tu vois, le cimetière le plus light et donner plein d'options autour avec leur mode d'emploi, leur notice. Si vous faites ça, alors attention, il y a tel et tel, parce qu'en fait, tu peux sauter ces trucs en plus. Là, tu peux dire: «Oh là là, toutes les règles, je sais pas, les règles optionnelles de magie, oh non, c'est long et chiant, la magie ça m'intéresse, mais pas plus que ça. Moi, je veux des gros chevaliers en armure, carapassonnés, je veux du métal, du fer, de l'acier, pour mon Dark Souls». Cimetière. Donc du coup, je passe les règles et donc j'ai pas à me taper les options et à prendre la responsabilité de ça. Par contre, pour l'équipement, là, toutes les règles optionnelles, vont vraiment m'intéresser, la gestion de l'équipement, la rouille, c'est des règles de rouille, tu sais, un truc comme ça, j'en sais rien. Et et ça, je crois que ça fait assez sens, tu vois? Ça fait assez sens pour moi, en tout cas. Ouais. Enfin c'est moi, je crois que j'ai moins de problèmes à apprendre la posture de sacrilège qu'à apprendre, peut-être une version minimale qui marche, tu vois? Un Ouais. côté, OK, vous avez un cimetière, qui fait le taf quoi, tu vois? Qui fait bien le taf, de base et après, effectivement, il y aura, la construction d'un style. Genre, tu vois, moi je me demande justement, je me dis: «J'aimerais pouvoir développer le style, Valentin T», tu vois? De cimetière. Mais le problème, c'est que je suis assez mauvais quand même, tu vois, en tant que meneur. Je moi j'ai développé un anti-style quoi, en tant que forgien. Ouais. Donc il y a du mal qui est fait, tu vois, quelque part. Mais en même temps, moi je pense aux noobs, si tu veux. Après c'est en fait je pense à moi aussi, c'est-à-dire en fait moi j'ai la flemme de développer des compétences, enfin de bosser beaucoup pour développer des compétences. J'ai une vie très chargée, donc déjà j'ai envie de OK, qu'on m'explique clairement comment à la limite développer mon propre style à travers un jeu donné. Et c'est là où je parle des nouveaux joueurs, j'ai cette empathie, tu vois? Pour les gens à qui je vais, vendre au cimetière, qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et à qui j'ai envie de pouvoir dire: «Vous allez pouvoir lire le bouquin, et il va vous expliquer un petit peu comment au moins faire, des parties qui vont vraiment être kiffantes, et ce sera possiblement encore mieux quand vous allez pouvoir mobiliser votre propre style de cimetière et que là, vous allez pouvoir construire ce qui vous plaît en conscience et vraiment là, faire de l'art». OK, tu vois? Là, je dis: «Oui», mais il y a cette, comment dire? Cette exigence, je vais lâcher le mot éthique parce qu'allons-y, mais mais je crois que c'est aussi le souci des forgiens, tu vois? Que moi je garde au fond,
Ouais. J'ai du mal à me défaire de ça. Alors après, si la démarche, c'est non, mais en fait, l'idée c'est euh, les gens feront ce qu'ils feront avec et, il faut pouvoir développer certains types de compétences pour pouvoir arriver à jouer à ce jeu. Alors je sais même pas si moi j'ai envie de le faire, tu vois. Je me dis ah bah ok, bah c'est pas pour moi quoi, tu vois. Ouais. Si je suis pas un peu accompagné en fait. Oui. Oui, alors effectivement, bon, on va peut-être rentrer dans ce sujet de compétences que j'évoque depuis longtemps. C'est vrai que, en fait, mon point de vue, c'est de dire la chose suivante, c'est qu'il faut un certain nombre de compétences de base pour jouer, déjà juste pour jouer au jeu de rôle, et puis certains jeux, pour fonctionner correctement, nécessitent certaines compétences spécifiques. Et ma vision des choses sur Cimetière, c'est de dire, ok, oui, les jeux demandent des compétences, et celui-ci entre autres, mais je vais résoudre ce problème-là en donnant un certain mode pour atteindre ces compétences. En tout cas, un certain chemin, des idées, parce que tu vois, à côté des principes, je peux aussi mettre des choses qui sont sur. J'avais fait ça dans la clé des nuages. C'est des conseils sur organiser sa pratique, c'est-à-dire parmi les 20 principes de cimetière, il y en a peut-être 5 qui sont vraiment importants. Peut-être qu'au début, vous pourriez juste vous baser là-dessus, faire des parties courtes, Ouais, voir ouais. si ça marche, et tout et tout. Gérer la Ouais. progression Ouais. quoi. Ouais. Dans la clé des nuages, par exemple, le conseil le plus important, le méta-conseil le plus important, on va dire, c'est quand vous commencez à jouer au jeu, faites 2 parties tout de suite. Parce que la première, elle est toujours ratée en fait. Pas forcément ratée, mais elle est toujours un peu. À la fin, t'as compris comment le jeu fonctionnait, mais c'est un peu tard, quoi. Et j'ai eu plusieurs retours de gens qui me disaient ah oui bah la première partie c'était un peu bizarre, mais la seconde ça marchait vraiment bien. Donc ça c'est une première chose. Et qui est d'ailleurs, alors je fais un détour pour en parler, qui est d'ailleurs un des éléments dont j'ai pas encore parlé sur pourquoi est-ce que je pense que ce type de transmission que je cherche est encore possible, parce que je peux m'appuyer sur autre chose que des principes, des conseils et des méta-conseils. Je peux aussi m'appuyer sur la réflexivité des personnes à qui je vais envoyer le jeu. C'est-à-dire, je peux donner des propositions de genre, faites des parties et puis débriefez-les, tu vois. Débriefez, parlez-en au milieu, essayez de discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, en confrontant par Ouais. exemple des intentions que vous aviez ou des intentions données par le jeu avec ce qui s'est concrètement passé. D'ailleurs, une petite modification que je vais faire au one shot que tu as fait jouer là, les archives silencieuses, c'est d'expliciter si c'est pas, je crois que c'est pas écrit dans le one shot, c'est que donc c'est une zone à explorer qui est séparée en 2 parties assez différentes, distinctes, que à mi-chemin, si ça bloque, on peut faire une pause. Enfin, il y a un moment précis au milieu, à la connexion entre ces 2 parties, qui est un bon moment pour faire une pause et demander est-ce que ça va pas, faire le point typiquement, est-ce que c'est trop lent, est-ce que tu devrais peut-être ne pas faire ça, faire gaffe à ça, j'en sais rien, tu vois, ce genre de choses. Donc un de mes espoirs, c'est compter sur les autres et donc lâcher du lest, lâcher du contrôle, c'est-à-dire je vous fais confiance pour essayer de réparer les trucs qui ne vont pas dans votre pratique ou qui vous posent problème en tout cas. Ouais, mais tu vois, alors je réagis à ça Et parce que excuse-moi, ce côté de je fais confiance, j'ai l'impression que c'est de la bonne conscience à peu de frais. Je suis un peu violent là, mais je trouve que tu sais, il y a un côté, non, mais vous savez, il faut faire confiance aux joueurs, hein, les joueurs ils sont pas bêtes, il faut machin. J'ai envie de dire, mais moi, Valentin, je veux pas que le créateur d'un jeu ou la créatrice d'un jeu me fasse confiance. Je ne veux pas compter sur moi-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Genre mais c'est un truc dans le cul, désolé, non, c'est vas-y. genre non mais franchement alors j'entends bien, alors limite moi l'argument qui me convient c'est peut-être que débriefer à un moment va permettre aux gens de s'harmoniser sur un certain point et que ça en fait c'est pas lâcher du contrôle, c'est vraiment donner un conseil très pertinent et de dire bah voilà là vraiment je vous suggère de faire ça si vous le sentez pas parce que toi derrière tu te dis que ça va produire des choses intéressantes pour la suite du jeu tu vois Ouais, mais désolé je pète un ah non, câble je comprends, mais je suis vraiment le- pas. Alors, pour le coup, là, je suis vraiment pas d'accord. Ou plutôt, je ouais crois qu'il y a au moins des vraies différences créatives, mais qui sont. Parce que tu me dis, laisser les gens se débrouiller, c'est des bons sentiments ou quoi. Mais moi, je te dirais, l'autre opposé de ce spectre, il est tout aussi pourri, quoi. Si c'est l'auteur qui détermine tout et que toi, que t'as, genre.
Si tu vois, si tu me dis, j'ai envie de te sortir une citation de mon prof de français de prépa qui disait un bon cours, c'est un cours qui peut se passer d'élèves, tu vois. Et c'est un échec absolu, tu vois. L'autre opposé, ce serait le jeu qui tourne tellement bien, qui tourne même s'il n'y a pas de joueur ou de joueuse et que ça va toujours marcher exactement pareil. Et pour moi, c'est peut-être un truc qui t'intéresse, mais pas moi du tout, tu vois. Et effectivement, il se trouve que les jeux que moi j'aime, il se trouve que les jeux auxquels j'ai envie de jouer, et là c'est vraiment un choix créatif qu'il va falloir Ouais. que j'assume à un moment ou à un autre, c'est ceux dans lesquels j'ai de la place d'expression. Moi si je dois juste me soumettre aux règles et me laisser aller, ça marche pas. Ouais. Pas Non, du non, tout, mais tu vois. j'entends, ouais. Donc premièrement. Ensuite, laisser le contrôle aux gens, c'est pas une question vague, vide, qui est bon, ils se démerderont bien. Vraiment, pour moi, c'est une différence massive et importante à remarquer, c'est-à-dire que concrètement, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as interrompu une partie en milieu, mettre une pause pour dire ok, on a fait ça, ça et ça, est-ce que ça te semble bien, est-ce que ça semble marcher ou pas, est-ce que tu veux qu'on change des trucs? Genre, ce genre de choses, ce n'est pas naturel Ouais. chez les gens, en fait. Oui, oui, C'est oui. assez contre-intuitif. Et pour moi, le fait de dire vous avez le droit de modifier les règles, vous avez le droit de le faire, et vous pouvez par exemple faire une pause à tel moment, ou faire un débrief, ou discuter de tel ou tel truc, pour moi ce sont des directions assez importantes, quoi. Enfin, vraiment, Ouais, c'est des ouais. choses. Tu vois, c'est pas juste je vous laisserai s'il y a des problèmes si vous trouvez des Non, ouais, problèmes ok. dans le jeu, démerdez-vous, quoi. Enfin vraiment. Oui, non, effectivement, ouais. En fait, ce que tu dis aussi là, c'est bah, je vous invite vraiment à play designer en live. C'est un peu ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment alien presque. Bah play design en live ou même flow design en fait. Le terme que j'utilise, Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Donc oui. ouais, faut Alors designer effectivement, plutôt bien. Hmm. tu vois, ouais. Alors effectivement, ça induit une certaine, comment dire, je sais pas. J'ai un écran bleu là d'un coup. Mais en fait, tout ce que je voulais dire, Ouais. c'est juste que euh, ouais, je pense que c'est ok en fait, à la limite d'inviter au flow design à un moment donné. Alors effectivement là, si tu entends comme ça lâcher du contrôle, très bien. Euh, c'est voilà la question moi qui me tracasse entre guillemets, c'est de me dire ben dans la transmission, est-ce que je vais pouvoir compter, on va dire, sur mon absence de talent, compensée par le travail que KF aura fourni Mmh. tu vois, de matière grise, Ouais. pour moi qui suis un gros nul. Même si, et alors attention, je dis bien, même si tu me dis dans la base, ok, vas-y là, hésite pas à flow designer comme je te l'ai expliqué à la limite. Enfin, c'est-à-dire, Mmh. tu vas pouvoir faire des choix, tu vas pouvoir, comment dire, mobiliser le jeu un peu comme tu veux, et je vais pas te prescrire quoi que ce soit parce que justement, c'est aussi l'objectif, c'est que tu puisses mettre de toi dans la pratique et en faire vraiment ton œuvre à toi, mais que tu m'accompagnes vers ça. Alors, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une posture qui pourrait être, ben, justement, je veux tellement laisser la possibilité d'investir de créativité individuelle l'œuvre qu'est la partie, que je veux pas trop orienter, tu vois. Et la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que tu laisses pas des gens comme moi sur le bord de la route si tu fais trop ça, tu vois. C'est un peu ça ma Mmh. question. Alors je pense qu'effectivement, je laisse des gens sur le bord de la route. J'espère pas trop, et j'espère, disons, j'espère uniquement sur Des gens de bonne foi, hein. oui, non, mais des gens, j'espère que ce serait uniquement sur des différences créatives. Ça, ce serait l'idéal, tu vois. Ce serait que, bah, genre, Ouais, bien entendu que on peut aller encore plus loin de ta question, c'est est-ce que chaque être humain sur Terre devrait jouer à Cimetière et devrait pouvoir y jouer de façon satisfaisante? La réponse est évidemment non, quoi. Le ouais. problème, c'est derrière cette grande espèce de grand homme de paille qui est non, non, mais mon jeu n'est pas fait pour littéralement chaque être humain sur Terre. Est-ce que je suis pour moi, la question qui me pose problème et qui résonne assez fort avec ce que tu dis, c'est est-ce que d'une façon ou d'une autre, les compétences que j'attends du lecteur, de la lectrice, et surtout Ouais, son investissement, en fait, c'est pas que les compétences, ouais, c'est son ouais, ouais, investissement, ne donne pas un accès, un côté assez validiste au jeu, ou en tout cas ouais. inaccessible, quoi. Et alors là, Ouais, je pense que juste je pense que ces deux questions-là sont centrales en fait. ouais. Donc en Mm. ce moment, hein, je vais dire, on va dire un peu la chose suivante, c'est que pour moi, il y a ouais, il y a deux grandes choses qui peuvent rendre un jeu inaccessible, qui sont des questions de compétences et d'investissement, en gros. Je vais essayer de définir enfin un petit peu les compétences. Ce que j'appelle compétences, c'est
de façon très proche du langage naturel, hein, c'est la capacité, dans une certaine mesure, à réaliser certaines tâches, à être capable de faire certains trucs, quoi, qui peut prendre pas mal d'aspects, qui peut prendre pas mal de distinctions. Et une question assez vaste qu'on peut poser, c'est quelles sont les compétences nécessaires pour faire du jeu de rôle, pour jouer au jeu de rôle, quoi. Et je sais qu'il y a toute une frange rôliste qui est très mal à l'aise avec cette question et qui trouve qu'elle est probablement que la réponse c'est rien du tout, quoi, que y a rien besoin de particulier pour faire du jeu de rôle, que Côté vas-y, lance-toi. universaliste, quoi. C'est ça. Et quelque part, je crois que c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas de compétences nécessaires, elle est très euh, comment dire. Ce terrain glissant, quoi. Ouais, non mais en fait, j'essaie de trouver une. Merde, je suis en train de me perdre sur les exemples que j'avais en tête. Mais en fait, elle met beaucoup de choses sous le tapis et elle ne voit pas que en pratique, on a un certain nombre de compétences qu'on utilise. Par contre, le fait de dire qu'il n'y en a pas besoin, c'est en soi une porte d'entrée, c'est-à-dire c'est une façon de se rassurer et de faire tomber l'anxiété, quoi. Personnellement, je suis très anxieuse dans plein de choses dans ma vie et j'ai souvent besoin, tu vois, qu'on me dise non, non, c'est facile, tu peux pas échouer de toute façon, viens, t'as juste à te poser et puis à faire des trucs, quoi. Et en fait, bon, on peut commencer pour les compétences en exemple, si je veux juste convaincre un peu des gens, on pourrait dire des trucs tout cons, c'est que pour pouvoir jouer à Cimetière, t'as besoin de parler français, par exemple. T'as besoin de savoir communiquer et de pouvoir communiquer d'une façon ou d'une autre. Par défaut, pour le moment, toutes les parties que j'ai jouées, qui ont été jouées, l'ont été avec la voix, par exemple. Donc je ne peux pas jouer avec une personne qui ne peut pas parler, tu vois. On pourrait jouer à l'écrit, je ne sais pas ce que ça donnerait, ce serait intéressant, mais le jeu ne semble pas le prévoir pour le moment, même s'il est adaptable. Et de manière générale, en fait, énormément de jeux de rôle me semblent faire référence et utiliser des compétences qui sont d'autant plus invisibles qu'elles sont assez floues et mal comprises, comme par exemple une certaine compréhension et exception des cultures geeks, tu vois. Si t'as pas vraiment une idée de ce que c'est qu'un gobelin, en fait, t'as besoin des fois de savoir ce que c'est qu'un gobelin et puis de savoir que c'est un truc qu'il faut éviter parce que c'est une connerie, une saleté. Et tu vois, quand t'as absolument pas les références geeks que tu retrouves dans une convention de jeu de rôle, tu comprends pas tant de choses que ça de ce qui se passe, à mon avis. Et la question des compétences, moi j'ai le même idéal que toi et j'ai le même idéal que tout le monde d'un point de vue éthique, c'est que je voudrais vraiment que tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées par Cimetière et qui sont intéressées par un jeu de rôle à la Dark Souls puissent y jouer. Pour reprendre une formule, il y a une formule un peu cache-misère qu'on utilise souvent en disant qu'un jeu va plaire aux amateurs ou qu'il est fait, comment dire, il peut pas plaire à tout le monde, ce qui cache deux choses très différentes à mon avis, qui sont d'un côté euh, la question de l'intérêt créatif en soi, c'est-à-dire est-ce que les gens ont envie ou pas de faire de l'OSR à la Dark Souls, et d'autre part la question de la compétence qui font qu'il y en a qui vont avoir la flemme de jouer à tel ou tel jeu parce que ça a l'air trop dur ou trop pénible cognitivement, quoi. Et il y a des jeux auxquels moi je n'ai pas du tout envie de jouer parce que je sens bien que je vais m'effondrer d'ennui devant le premier quart des règles, tu vois, des choses comme ça. Ouais, je vois bien. Et comment je pense que dans ce que je fais dans le cimetière, la distinction de compétences et investissement me semble importante. Je pense que la promesse que je vais essayer de faire, c'est que à peu près toutes les compétences nécessaires seront de près ou de loin mentionnées et couvertes par les différents organes de transmission du jeu. C'est un idéal qui est peut-être un peu massif, mais que j'aimerais bien. Si je peux réaliser ça, j'en suis vraiment content, quoi. Alors effectivement, Cimetière ne sera pas livré avec un guide pour apprendre le français, donc je peux pas jouer à ce genre de choses, quoi. Mais comment on fait de l'OSR, comment on joue de l'OSR, je pense que je peux essayer de le couvrir. Qu'est-ce que c'est que le cohérent esthétique de Dark Souls, comment ça fonctionne, quels sont les thèmes, ça je peux le couvrir. Et plus difficile, comment est-ce qu'on fait pour flow designer le jeu, et je vais essayer de le couvrir, quoi. En fait, le flow design, c'est juste la version réflexive et réfléchie de la règle d'or, tu vois, c'est de dire, tu peux modifier les règles à tout moment. Ok, d'accord, pour rendre l'expérience de jeu meilleure, ok, d'accord, mais du coup, selon quelle base, est-ce qu'on peut le faire explicitement, en le disant, etc. Et aide-moi à le faire. Il y a un côté comme ça aussi dans justement faire acquérir. En fait, c'est presque j'ai l'impression un manuel scolaire que tu proposerais. C'est-à-dire, ok, je vous enseigne quelque chose, quoi. Après, faites ce que vous voulez avec les connaissances et compétences que je vous ai données, tu vois. Le manuel scolaire te prescrit pas ce que tu dois faire dans la vie, mais il te rend compétent. Alors ceci dit, ouais, c'est vrai que le cimetière n'est quand même pas que un guide de l'OSR, ça reste quand même un certain jeu. Oui, non, mais un manuel pour cimetière, tu vois. Genre le manuel, tu vois, il y a vraiment un côté le manuel de jeu et non pas
la structure idéale, c'est genre, bah voilà, je vais vous enseigner tout un tas de trucs au sujet de cimetière. D'ailleurs, vous pouvez en sauter des passages si ça vous intéresse pas. Si vous voulez vous spécialiser dans certains aspects de cimetière, vous pouvez. Mm. Il y a les concepts de base, tu vois, un peu comme une discipline, tu vois. Tu aurais Ouais. la physique, tu as les concepts de base, des trucs un peu cœur. Et puis si tu as vraiment envie de t'intéresser à la thermodynamique ou je sais pas quoi, tu lis ce passage Mm. plus en détail, voire même tu as des ressources extérieures. Tu pourrais imaginer ça dans cimetière. Genre, Ouais. bah voilà, pour flow designer plutôt symboliste, allez voir tels articles que toi tu as écrits, vous aurez peut-être des sources, etc., etc., quoi. Ouais. Et d'ailleurs, Mhm. pour les sources extérieures, un des trucs auxquels j'avais réfléchi, hein, c'était pour transmettre certaines idées portant sur la description, sur comment tu joues les combats, sur comment tu joues certaines séquences précises, faire des vidéos YouTube qui montrent des extraits Ouais, de parties. Mais au lieu d'avoir ce côté, tu peux aller écouter un actuel play de 3 heures pour voir comment ils jouent, avoir vraiment des petits morceaux extraits de 2-3 ouais, des petits minutes. segments, ouais. Tu vois, des Ouais, choses qui c'est pré-matchent des le travail en exemples, fait. C'est ouais, ça. des exemples choisis et même des exercices en fait. C'est un peu ce que tu proposes avec la clé des nuages. Genre, faites un exercice, c'est-à-dire une première partie, vous allez Mm. voir, vous allez progresser, quoi. Et d'ailleurs, c'est maintenant maintenant que tu évoques les exercices, ça me fait penser aux ateliers que fait Eugénie. Ouais, tout à fait. Donc Ouais. les ateliers quand elle fait des ateliers, en fait, c'est des trucs qui prennent plusieurs heures avec une 10-15aine de participants, participantes qu'elle fait en convention et qui sont, bah, on va faire plein de petits exercices rôlistes où pendant 2 minutes tu vas être créatif sur un certain truc, où tu vas incarner un personnage à qui il arrive un truc particulier. Et en général, c'est des ateliers qui sont centrés sur une idée en particulier, comme le fait de présenter son personnage. Tu vas jouer plein de choses différentes pour la façon dont tu l'introduis dans la fiction, tu montres les éléments cool, tu mets en avant ce qui est important et tout. Et c'est assez concret en fait, c'est un truc, d'ailleurs c'est une possibilité quand on avait Un TP, quoi. totalement. Mais quand on avait sorti les articles sur le jeu en performance, un des trucs qu'on s'était dit, c'est en fait, c'est tellement impossible à transmettre par les articles qu'en fait, on pourrait carrément faire des articles joués en performance, enfin des ateliers joués en performance en convention, quoi. C'était pas Ouais, ouais. envisageable. Bon, c'est Et pas du trop. coup, ouais, j'ai l'impression que dans Cimetière, il pourrait y avoir un TP combat freeform. Genre, Hmm. tu sais, une situation que tu décris bien en détail pour donner les ressources, tu sais, au meneur, pour qu'il puisse se Ouais, rendre compte qu'en fait, c'est possible, tu vois. ouais. Et qui peut juger avec Hmm. des éléments. Mais effectivement, donc, la philosophie, peut-être, ce serait plutôt ça. Genre, je te donne un manuel qui te rend compétent pour tout un tas possible de skills avec des options, et je t'explique, donc je te rends aussi compétent dans le flow design. Hmm. Je t'explique donc les options. Et ensuite, là, c'est bon, tu n'as plus besoin presque du livre, on pourrait dire, ou maintenant tu peux construire ta propre œuvre, entre guillemets, quoi. Hmm, hmm. Ou pas d'ailleurs, les guillemets, je veux dire. Euh, ouais. Est-ce que c'est une métaphore qui te parle, ou il y a des éléments de la métaphore qui te Tu peux conviennent pas? réexpliquer la métaphore, dire Le- juste le- succinctement? Bah, succinctement, c'est vraiment le manuel scolaire. Alors, le Ouais. scolaire, faut pas le prendre en mode c'est chiant, c'est rébarbatif ou quoi. C'est plutôt un bouquin assez court, on pourrait dire, qui te donne les compétences pour faire un peu d'OSR, faire un peu des combats freeform, faire des descriptions un Hmm. peu pertinentes et tout, te donne un peu la structure générale du jeu et les choses vraiment importantes. Une fois que tu l'as lu, tu as bien en tête les trucs importants à faire, tu vois, pour, Ouais. euh, pour quels effets. C'est pas juste faites ci, faites ça sans t'expliquer les effets. Pour moi, c'est ça la Hmm. grosse différence en fait entre un jeu forgien, une base forgienne, et une base qui serait vraiment un manuel, ce que j'appelle là ici un manuel, où le manuel en fait il va t'expliquer un peu l'idée derrière les choix pour que tu saches en conscience comment les appliquer ou pas, quoi. Et non pas, tu vas pas les appliquer bêtement entre guillemets comme un jeu forgien où tu vas te pâmer devant l'effet émergent de cette belle mécanique bien Hmm. huilée. Est-ce que ça te paraît plus proche de Oui, tout ce que assez, tu... oui. Et c'est vrai que certains trucs dont on a parlé, comme les exemples ou les exercices de jeu, sont typiquement des choses que tu peux envisager dans un manuel, quoi. Ouais, Ouais. Il reste que le manuel est une bonne façon, surtout de penser la transmission d'une pratique, mais l'idée de transmettre les éléments à partir desquels construire une pratique, c'est un peu plus flou, un peu moins clair. ce serait quoi les éléments à partir desquels construire une pratique? Bah, tu sais, ce que je te dis, c'est que je ne cherche pas à faire reproduire précisément le système de cimetière, mais enfin, on en a déjà parlé, le fait que
j'aimerais que les gens soient capables de flow designer les cimetières eux-mêmes et Ouais, de... ouais. Enfin, bref. En fait, c'est presque 2 manuels, quoi, ou enfin les 2 à la fois, quoi. C'est genre, et le fait que, bah, voilà, il y a cimetière, comment ça fonctionne et tout, Mmh. et pourquoi et à quoi ça sert, et en plus l'idée de dire: «Bah, voilà, il y a telle et telle modifications qui sont possibles, faites un» mais je crois que le DK, c'est un peu ça, en fait. Absolument. Je l'ai évoqué comme mon tout premier jeu de rôle tout à l'heure et c'est pas anodin, tu vois, le DK a beaucoup ce fonctionnement-là et moi Ouais. c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé pour commencer, même si je t'avoue que les parties étaient rudes parce que t'as absolument rien sur ce que c'est qu'un scénar et comment tu joues. C'est justement un jeu, le DK est justement un jeu qui s'ouvre en mode, tu sens que c'est un jeu pour les meneurs déjà un peu expérimentés qui veulent une boîte à outils. Et moi qui Mais je étais crois qu'il débutante, te j'étais ouais, nul, hein. Je me suis fait j'ai vraiment... l'impression qu'il te donne les outils du flow design, mais qu'il te donne pas, c'est marrant, les outils de la pratique. C'est presque l'inverse. C'est genre, l'inverse d'un jeu forgien, quoi. C'est genre, il te dit: «Ben, regarde, en fait, tu peux aller dans le moteur et le bidouiller, mais en fait, tu pas une pratique standard quelque part». Tu pas Ouais. genre, bah, OK, nous, on joue en comme ça, ou voilà comment est-ce qu'on peut jouer dans l'idée, de manière standard. Il y a un peu un modèle standard dans ma manière de réfléchir, tu vois? Je trouve Mmh, que mmh, c'est mmh. compliqué de flow designer sans modèle standard. Même si c'est un modèle minimaliste, tu vois? Mmh. Ouais, mais du coup, ouais, je réfléchissais en tâche de fond en même temps à un autre truc qui était, je t'ai dit, les 2 énergies d'activation, enfin les 2 difficultés, c'est les compétences et l'investissement. Les compétences, on Ouais. peut y réfléchir en termes de transmission, mais il y a ce en fait, il y a un effet en tension qui est compliqué, qui est que, plus tu ajoutes des kilotonnes de principes, de vidéos à aller voir, d'articles Ouais, bah, annexes, ouais, de ouais. machin et tout, plus tu augmentes l'investissement nécessaire. Et pour l'investissement, justement, je ne sais pas quoi faire. Moi, je suis plutôt OK pour l'idée d'un jeu avec beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que, typiquement, enfin, c'est con, hein, mais quand tu commences au cimetière, a priori, tu es censé rédiger ton propre mythe, créer tes propres seigneurs, puis créer tes propres Ouais, c'est domaines, clair. et tout, quoi. Même si donc créer tout le lore, quoi. Parce que, là, pour le coup, j'ai vraiment fait un jeu qui a l'image de ma pratique, c'est que si je dois recommencer une partie de cimetière à l'occasion avec quelqu'un d'autre, j'aurai la flemme de lui faire retraverser les mêmes zones. Au contraire, moi, tout ce que je voudrais, c'est avoir la place de créer un monde vraiment différent et un esprit différent dans cimetière. Mais du coup, euh, plus on augmente cette partie transmission, plus la partie, plus la, ouais, l'investissement augmente avec, quoi. Et là, pour le coup, j'ai assez peu de vie. C'est vrai que ma réponse à ça, ce serait de dire la chose suivante. Bah, cimetière, tel qu'il est écrit, devrait quand même contenir un, un squelette de base. Il y aura un certain nombre de zones préparées. Il y aura déjà un mythe et tout qui sera probablement suite de notre campagne, tu vois, avec monarque et Ouais. revent et tout. Et il y aura sans doute des règles de base. Je te dis, ouais, je vais vraiment faire. Je pense. Je sais pas si je m'y tiendrai, hein, mais pour le moment j'ai en tête de prendre ce tronc freeform, qui est vraiment quand même, qui demande de l'investissement, parce que l'idée du tronc freeform, c'est pas de dire la bonne façon d'y jouer, c'est le freeform, c'est plutôt de, moi c'est quasiment une façon de pousser, de forcer les gens à mettre les doigts dans la mécanique, parce que si tu fais rien, t'as que, t'as pas un jeu qui tient debout, quoi, t'as vraiment rien. Mais je peux quand même, tu vois, me fendre de quelques paragraphes pour dire, une façon un peu basique, classique OSR, sans trop se poser de questions de jouer le jeu, ce serait de prendre juste, je sais pas, les jets de sauvegarde, les PV, l'humanité, un package de base, quoi, que tu peux ajouter sur le freeform. Ouais. Ce qui fait que si tu prends le jeu, tu pourrais te dire la chose suivante, si je suis comme toi un pied sous la tabliste, alors je prends les principes de jeu, le lore par défaut, les règles par défaut, enfin le tronc freeform avec le package de règles de base, et j'essaie d'appliquer les principes écrits dans le jeu au lore écrit dans le jeu et avec les règles écrites dans le jeu. Et j'obtiens une unité minimale qui, moi, KF créatrice, je ne garantis pas que ça tourne parfaitement et que ce soit ouf, mais je devrais être capable, il faudrait que je puisse garantir que c'est au moins ok, quoi, un truc comme ça. Ouais, que ça en fait, presque en fait, là, j'ai l'impression que presque je te force, je sais pas si c'est malgré toi ou pas, mais tu vois, ce truc minimal, pour moi, c'est l'objet forgien, en fait, au Ouais. fond. C'est-à-dire Mm, mm, que c'est OK, et ce que ça va produire potentiellement, mais alors c'est très, putatif, hein, c'est, globalement, dans les parties avec plus ou moins de bonheur, mais l'idée c'est que ce que ça produise soit
teintée de vraiment ce qu'est l'expérience propre à Cimetière, tu vois? Et je crois qu'il y a une articulation possible entre les 2, tu vois? Entre une pratique forgienne, tu aurais ce squelette, tu vois? Mmh. Ouais, Qui te met dans les bonnes dispositions et à la limite, même si c'est pas, incroyable, tu vois? On n'est pas en train de dire: «Bah, un squelette de base, faut que ça te permette, des choses de déglingos», mais que ça te permette quand même, tu vois, de toucher du doigt les dynamiques propres du jeu. Quelques-unes en tout cas, les plus fondamentales, tu vois? Les plus importantes. Peut-être que ouais. c'est aussi l'histoire du sacré, tu sais, de Thomas Munier. Genre tu peux choisir ton sacré et essayer Mmh. mais tu vois, le sacré, c'est marrant parce que tu parlais de sacrilège et je crois qu'à la limite, tu peux proposer un sacré et vraiment inviter au sacrilège à la fois, quoi. Ouais. C'est pas antinomique, en fait et peut-être que c'est même fécond. C'est-à-dire, OK, je vous ai d'ailleurs le DK système, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Parce qu'on te montre des choses et puis on te dit: «Mais bon, globalement, défoncez la base, hein. Allez-y, hein, faites-vous plaise» et franchement, qui a joué au DK system sans défoncer la base? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un côté, si tu montres un sacré, la créativité et à la limite, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent un sacré comme moi, par exemple, et ben, on l'a au moins, quoi. Mmh. Et il y a un côté, je crois qu'on peut designer un jeu forgien à l'intérieur d'un jeu, Mmh. tu vois, qui invite vraiment, au flow design, à l'expression Ouais. artistique, il y a tous ces délires, au demeurant fort sympathiques, tu vois? Ouais, en fait, ouais, c'est marrant parce que j'ai un peu l'épiphanie, là, je suis en train de réaliser un truc, c'est que, par les conseils, par, la transformation du jeu, par tout ça, je veux proposer un jeu qui s'adapte à la table et qui fait que chaque table peut exprimer son style à travers elle et se verser dedans. Mais, ce que tu me fais remarquer, c'est qu'en faisant ça, je néglige les personnes dont le style est précisément, le pied sous la tablisme, en fait, quoi. Bah, voilà, exactement. Ouais, ouais. Non, mais c'est très pertinent. Effectivement, je pense que c'est un peu ce vers quoi je vais tendre, c'est-à-dire, je vais peut-être être un petit peu, récalcitrant à abandonner cette idée de tronc freeform, trop rachitique. Tu vois? J'aimais bien cette idée que le tronc freeform est tellement rachitique que ça te pousse, ça te force à rajouter des trucs et donc à faire des choix, en fait. Qu'il n'y ait pas de façon de jouer Ouais, non sacrilège au jeu. Mais d'un autre côté, tu as raison sur le fait que, parce que en fait, ouais. tu nies mon style en faisant ça. Parce que je Oui. me rappelle d'avoir eu une discussion avec Eugénie à ce sujet. Je sais plus si elle s'en rappelle, mais le fond de ce que je disais, c'était qu'en fait, j'ai un style forgien et je crois pas du tout être le seul, où notre délire, en fait, c'est de se dire: «Mais nous, on va certainement pas jouer sur la structure, parce qu'on a déjà fort à faire avec le reste». C'est-à-dire, Mmh. on se met les pieds sous la table, OK, mais c'est pas pour ça que je m'investis pas énormément après dans la partie d'une autre manière que, que celle qui tourne autour des règles, tu vois? Et de la mobilisation des règles et de Mmh. l'incarnation. Par exemple, moi, mon délire et mon style, c'est l'incarnation des PNJ. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. c'est pour ça que j'ai besoin d'un jeu, où je peux mettre les pieds sous la table, où on me dit: «Pour que tu crées le mythe, fais-le comme ça». Moi, je lis tout, je respecte et tout. J'ai pas envie, en fait, de m'investir là-dedans, parce que derrière, je vais réfléchir et parfois des heures et des heures à comment j'interprète ce PNJ, tu vois? Ouais. Et c'est une compétence, c'est la compétence que je développe quelque Mmh part, tu mh, vois? mmh. C'est mon style, en fait. Oui. Oui, je vois. Et j'ai une certaine manière de faire, tu vois? J'ai pas je suis un surspécialiste. Je peux pas jouer tous les PNJ, je peux pas jouer n'importe comment, je suis pas très, très bon, en termes de diversité, mais voilà, j'ai mon truc. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un cadre, en fait, de pieds sous la table, au fond. Ouais, je comprends. Bah, en soi, je trouve que genre, j'ai un certain, moi j'aurais un certain droit minimal, tu vois, à faire un jeu qui est profondément à mon image, Bah, qui est, oui, purement évidemment. et simplement un jeu d'expression de style. Ce qui quelque part est le cas de la clé des nuages, tu vois? C'est un jeu très pur dans lequel Ouais. tu mets ton style dedans, tu vois? Après, j'ai conscience, tu vois, que ce choix, intrinsèque, ce choix qui m'appartient, il est quand même en soi politique et que typiquement, si, faire un jeu qui plaît, enfin, un jeu qui est juste pour les gens comme moi, ça tombe par hasard sur, un jeu pour les gens valides qui ont une bonne culture geek et qui soit exclusoire, à la Ouais. à qui enfin qui exclut quoi, en gros tous les autres.
c'est quand même un hasard que j'ai pas très envie de voir se produire, quoi. Et pour la clé du nuage, la question se posait pas trop parce que le jeu est très simple, hyper épuré, de sorte à ce que, enfin, il me semble qu'il est quand même cognitivement pas très dur à jouer au sens, il est inhabituel, un peu déstabilisant, mais en fait, il y a très peu de choses à retenir et à faire, et pour lesquelles on peut assez vite voir si le jeu nous intéresse ou pas, sans Ouais. trop passer par une difficulté d'investissement ou une difficulté de compétence, en fait. Même s'il peut y en avoir, hein, moi je bataille, j'ai vraiment du mal à voir comment est-ce qu'on fait transmettre la créativité, le plaisir dans la description, la poéticité. Mais bon, à la limite, on peut assez vite sortir de ça en se disant, bah ok, la poéticité dans le jeu de rôle, c'est pas pour moi, point, quoi. Dans un truc comme Cimetière, qui ressemble plus à du jeu de rôle tradi et qui quand même qui a 12 000 curseurs, effectivement, en fait, pareil, je pourrais me contenter de sortir un cimetière qui soit uniquement fait pour les gens comme moi, et qui soit l'expression pure de mon style. Et je peux aussi viser un idéal un peu plus large, qui serait celui dont on est en train de parler, en fait, pour minimiser les chances que le jeu pose des problèmes validistes, en fait, pour minimiser la difficulté d'accès au jeu, Ouais. spécifiquement pour les gens qui pourraient intéresser, quoi. Et du coup, alors, ce que je trouve intéressant dans cette idée d'articuler un tronc commun minimal et tout un tas d'outils d'exploration stylistique, ce serait de se dire, je peux essayer en tout cas de proposer un produit minimal qui semble à peu près viable et qui déjà illustre quelque part certains aspects du jeu, sans pour autant renoncer à un certain projet politique, qui est un autre projet autrement politique, qui est de dire, une espèce de réveillez-vous rôliste, Un prenez en projet, main le ouais, jeu et soyez des prenez stylistes. artistique, quoi. C'est ça. C'est clair. Et donc j'aime bien ce point d'arrivée. Bon, comme tu le vois, il y a quand même beaucoup de choses floues qui restent, hein. C'est comment est-ce qu'on transmet tout ça? Est-ce que les principes ça suffit? Est-ce qu'il faut faire des vidéos? Est-ce qu'il y a quel match? Ouais. Et tu me diras s'il y a s'il y a un projet de transmission, j'appelle ça comme ça, tu vois. Ouais. Une idée générale, une ligne directrice à travers la transmission même, bah ça peut aider, quoi. Oui. Mm. Et ben, je pense qu'on a déjà beaucoup déblayé aujourd'hui. Globalement, dans Yes. les mois qui vont venir, hein, moi je vais finir de rédiger ce que j'ai en cours et commencer à chercher des playtests extérieurs. C'est-à-dire que toi tu étais la première expérience, bon sinon ça s'est pas très bien passé, mais il y en aura d'autres, tu vois, je vais repeaufiner le jeu, ses principes et tout. D'ici pas très très longtemps, je pense que je sortirai en ligne une version par défaut, enfin une version minimale de Cimetière, pas encore finie, mais un brouillon jouable, quoi. Et puis je pense qu'il y aura plusieurs allers-retours et beaucoup de réflexivité dans toute cette question. En tout cas, je l'espère, quoi. Voilà, Cimetière est dans un état assez particulier pour moi actuellement parce que le jeu est déjà complètement conçu et fonctionnel de mon point de vue. J'y joue et ça marche très bien avec plusieurs personnes avec des profils très différents. Mais il reste maintenant une grande étape de rédaction-transmission Ouais. qui pose pas mal de problèmes que j'ai jamais rencontrés jusqu'à maintenant, mais qui sont très intéressants. Et voilà, je pense qu'on peut globalement s'arrêter là. Bah écoute, merci, c'était très riche. Merci aux Ouais, moi aussi. auditeurs. Si vous avez d'ailleurs des auditeurs qui nous écouteraient, des retours en divers commentaires et ou sur les courants, moi je suis très curieux de cette question. J'ai balancé pas mal de choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord moi-même, donc c'est une question très nouvelle pour moi, celle de la enfin nouvelle, non. Mais c'est une question qui est toujours pour moi vive, en tout cas. Ouais. Je termine par une petite excuse par avance nécessaire peut-être pour les éventuels forgiens ou forgiennes dont les propos ont été honteusement déformés par moi. Je suis désolé. J'ai énormément besoin des forgiens dans ma pensée comme une espèce de boussole claire d'un truc précis d'une certaine vision du jeu de rôle, mais c'est pas la mienne. Du coup, de temps en temps, je fais des approximations qui sont un peu limites. Voilà. N'hésitez pas à venir m'engager, me poser des propositions ou soulever des trucs qui n'allaient pas, des points qui étaient problématiques dans ce qu'on a raconté. Je suis disponible par tout un tas de moyens, et notamment sur le Discord des cours alternatifs, hein. Il y a un topic qui s'appelle Flow Design pour Cimetière, qui est exactement fait pour ça. Et bah, est-ce qu'on a fait le tour? Yes, bah écoute, on aura peut-être l'occasion d'en discuter sur des checkpoints ou autres. Je Très n'en bien. doute pas. Et bah, merci à toi, et puis merci aux auditeurs, auditrices qui sont Merci. arrivés aussi loin. Et puis, bonne soirée. Ciao! Yes, bye bye.